J'avais Auxerre, Amiens, le Stade Rennais, Monaco. J'avais vraiment pas mal d'opportunités, mais j'avais déjà signé au PSG. Et avec le temps, peut-être que c'était une erreur. Martin Mimoun, tu es un ancien milieu de terrain professionnel formé à l'INF Clairefontaine puis au Paris Saint-Germain avant de faire ta place dans le football français. Tu t'es notamment illustré avec le Stade Lavallois en t'imposant comme un joueur technique et intelligent. Et pourtant, tu as fait le choix de mettre un terme à ta carrière assez jeune, un tournant fort qui raconte aussi une autre réalité du football professionnel. Quand je suis rentré à Clairefontaine, je savais où je voulais aller. Si je pars de chez moi à 13 ans, c'est pour être footballeur professionnel. Il n'y avait pas de plan B. Le deal, c'était, t'as fait une saison surclassée en U17 avec Clairefontaine, je vais en PSG, je reprends en U19. Sauf que moi, quand j'arrive au PSG, je redémarre en U17. Donc déjà là, je comprends pas et je me braque. Quand je pars du PSG, un agent me trouve un essai à Lorient. Et au bout de 3 jours, le directeur du centre de formation me dit « On te propose un contrat stagiaire ». Et je suis tellement mal accompagné que mon agent d'époque, il refuse et il dit « Nous, c'est soit pro, soit… » Je fais confiance à un agent. J'avais pas tant que ça joué en Ligue 2, donc je pouvais pas prétendre à jouer en Ligue 1, c'était pas possible. Il me dit, avec moi, je vais te donner du temps de jeu et t'inquiète pas, les recruteurs ils vont venir. Donc moi, je me dis banco. Et c'est comme ça que je signe en Slovénie. Est-ce que ça se déroule comme prévu? Compliqué un peu. Au mois de décembre, ils m'ont ramené des offres, mais moi, je les ai refusées parce que je leur ai dit, laissez-moi faire l'année et au mois de juin, je vois. Sauf qu'en fait, ce club-là, c'était business. On t'a pris, t'as donné du temps de jeu, il y a des offres, on veut récupérer du cash, faut te vendre. S'en foutre de ta carrière. Mon agent, il m'appelle et il me dit, j'ai un super club, c'est Bastia. Bastia qui descend de Ligue 1, donc je signe à Bastia. 18 jours. Et le club, il part en liquidation judiciaire. Et j'arrive en Roumanie et c'est là où j'ai fait un mauvais choix et c'est là où j'ai touché le fond. Ouais, la Roumanie, c'était très, très compliqué. Le foot à ce moment précis, tu veux arrêter, tu veux continuer, ça te dégoûte? Complètement. Martin Mimoun, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Merci, bonjour. Martin, dans ta famille, il y a ton grand-père qui a été coach de foot à Laval pendant près de 20 ans. Ton grand-oncle a gagné une médaille d'or olympique au marathon. Et ton père a également été footballeur professionnel. Comme toi, ma question pour commencer, qu'est-ce qu'il y avait dans l'air chez les Mimoun? Est-ce qu'il y avait quelque chose de différent? Parce qu'une famille autant sportive comme ça, qui réussit au haut niveau, c'est pas donné à tous. Je sais pas ce qu'il y avait, mais effectivement, comme tu l'as dit, j'ai eu plusieurs membres de ma famille qui se sont illustrés à travers le sport, si on peut dire ça comme ça. Donc mon grand-père, il a été entraîneur de football professionnel. Notamment, il est connu pour son passage au Stade Lavallois et au Stade Rennais aussi, donc Ligue 2 et Ligue 1. Mon grand-oncle, donc Alain Mimoun, qui a remporté une médaille d'or olympique dans le domaine du marathon, donc c'est pas du foot, mais ça reste du sport de très haut niveau. Et mon papa, qui était effectivement footballeur professionnel. Donc j'ai baigné, c'est vrai, dans un univers sportif, si on peut dire. Et est-ce qu'on en parlait au dîner, au repas? Est-ce que le sport est un sujet qui revenait très souvent? Alors on parlait de sport parce que on était férus de sport, tout type de sport, hein, le tennis, le cyclisme, quand il y avait les Jeux olympiques, on regardait tous les JO, etc. Mais sur le football et particulièrement, ça a jamais été un sujet de discussion. On m'a jamais poussé à en faire. On en parlait parce qu'on était passionnés. Donc c'était notre sport préféré. Mon papa, j'avais un grand frère aussi qui faisait du foot. Donc voilà, j'ai baigné dans cet univers-là, mais on m'a jamais poussé à en faire. Donc, pas de pression inutile. Littéralement, l'envie d'être footballeur professionnel, ça te revient. C'est pas eux qui sont venus te mettre cette idée spécifiquement en tête. Non, absolument pas. Hmm. Absolument pas. Et ma maman, elle était vraiment focus sur les études. Bien travailler à l'école, c'était le plus important. Et après, le foot, à la base, c'était une passion, c'était un plaisir. Jouer avec les copains, jouer avec voilà, dans la cour de récréation à l'école, le football, c'était vraiment un plaisir, une passion. C'était pas un objectif. Après, ça l'est devenu quand les choses, elles ont commencé à devenir, on va dire, un peu plus sérieuses. Mais à la base, non, pas du tout. Et bon, parle-moi un peu, parce que tu dis on joue dans la cour d'école, mais rapidement, tu intègres l'INC Clairefontaine. C'est pas donné à tous, tout ça. Donc, j'imagine que rapidement, tu as été capable de te démarquer du reste de tes amis.
Est-ce que c'est des détecteurs qui sont venus te parler, t'exprimer que peut-être il y aura un coup à jouer? Est-ce que c'est venu de toi de vouloir faire peut-être des détections? Comment tout ça s'est mis en place? En fait, en France, c'est assez bien organisé, puisque dans chaque région, il y a des ce qu'on appelait à l'époque, je sais plus maintenant, mais des CTR, conseillers techniques régionaux. Mmh. Dans chaque région, il y a des départements, il y a des CTD, conseillers techniques départementaux, et il y a des petits stages de perfectionnement, et cetera. Donc moi, je jouais dans le club de ma ville, et puis donc le club, il t'envoie faire on va dire les petits stages, les petites détections comme ça. Et ensuite, c'est le, 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 comment dirais-je, le CTD, le conseiller technique départemental, à travers des stages, qui envoie, on va dire, ses meilleurs éléments au concours de Clairefontaine. Et donc, le concours de Clairefontaine, il se fait en plusieurs tours. On appelle ça des tours. De mémoire, il y en a 5. Le dernier dure 3 jours sur place. Mmh. Les 4 premiers, c'est tu restes globalement une après-midi où tu fais plusieurs tests techniques et des matchs. Donc, moi, j'y vais au départ vraiment pour, pour m'amuser. J'y vais avec un ami à moi. C'est son papa qui nous emmène. On y va le matin. Moi, je me dis, je vais faire du foot et je rentre chez moi l'après-midi. Et puis, le premier tour, ça se passe comme ça. Puis le deuxième, puis le troisième, le quatrième, et arrive ensuite le cinquième, où là, c'est 3 jours sur place, tu dors sur place. Il y a des tests physiques, il y a des tests techniques, il y a des matchs, il y a voilà, il y a plusieurs. Voilà, t'es vu sous tous les angles. Et tu as quel âge? Là, à l'époque, j'ai 12 ans, Mmh. 12 ans et demi, ouais, 12 ans et demi. Et à la fin des 5 tours, tu reçois un courrier. Tu reçois un courrier: «Bonjour, voilà, vous êtes admis à l'INF Clairefontaine». Et moi, ma mère, elle voulait pas. Ma Ah! mère, elle voulait pas. Elle m'a dit: «Non, tu es trop jeune, tu as que 12 ans et demi, 13 ans». En plus, moi, je travaillais très bien à l'école, donc elle voyait vraiment l'aspect scolaire, tu vois? L'aspect scolaire, donc de base, elle voulait pas. Et c'est plus mon père et moi, on l'a convaincu de se lancer dedans. Et Qu'est-ce qui l'a convaincu? mon père, il partait du principe, mon père n'a pas une vie facile, tu vois? Mmh. Il partait du principe que j'ai une passion, j'ai un rêve, bah, autant poursuivre ce rêve, tu vois? On verra où ça nous mènera. Mmh. Et Et donc j'imagine que même si ton père, plus jeune, n'a pas mis, de ce que je comprends, de pression sur toi, il devait te faire un partage d'expérience constant pour t'aider, pour te dire un peu: «Voici comment je l'ai vécu», sans nécessairement être quelqu'un qui donne des conseils non requis. Et ce partage d'expérience, est-ce que ça se déroulait avec ton père? alors mon père, de base, c'était quand il était joueur, c'était un joueur très technique, tu vois? Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, heu, peut-être qu'inconsciemment, tu vois, quand j'étais petit, on regardait tout le temps les matchs le dimanche soir à la télévision, le match du dimanche, Canal+, Mmh. 21h, c'était un rendez-vous familial ça, tu vois? Heu et il me montrait souvent 2 cassettes, mais vraiment, il me montrait pas ça pour me dire: «Voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu fasses». Non, c'était pas du tout ça, c'était pour dire: «Regarde les belles choses, t'aimes le sport, t'aimes le football, regarde ce qui se fait de mieux», tu vois? Et il me montrait 2 cassettes. La première, c'était celle de Maradona. Et la deuxième, c'était en fait, un espèce de reportage sur l'Ajax Amsterdam. Parce que mon père, il était passionné de la grande équipe de Hollande, tu vois? Donc, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Cruyff, tout ça. Et donc, en fait, dans cette génération, tu avais une sacrée génération à l'Ajax Amsterdam, parce que Ouais. tu avais Seedorf, Edgar Davids, Reisiger, Overmars, Philippe Cocu, les frères Debourg. Et il me montrait ça: «Regarde comment ils font, regarde comment ils travaillent le toucher de balle, regarde comment ils». Donc inconsciemment, j'avais une idée d'une manière de jouer au football. Mmh. Et en fait, quand je suis rentré à Clairefontaine, donc déjà avant Clairefontaine, donc quand j'étais dans les équipes de jeunes, dans mon club, mon père, quand il venait au match, c'est quelqu'un de très il est bienveillant, mais il est très exigeant. Donc il me disait: «Ça, tu as bien fait, par contre ça, tu peux faire autrement. Ça, tu peux faire mieux».
Parce que lui, il avait il savait ce qui était bien, tu vois. Et donc, quand je suis rentré à Clairefontaine, quand tu rentres à Clairefontaine, c'est que la technique au début. Ouais. C'est l'excellence parce que le concours de Clairefontaine, si je dis pas de bêtises, il devait y avoir entre 900 et 1000 jeunes. Ils Et, en prennent que 25. et d'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, après avoir côtoyé des joueurs à Clairefontaine, après avoir toi-même été capable d'intégrer Clairefontaine, c'est quoi qui fait la différence? Parce que 25 sur 900, je veux dire, c'est quasiment c'est un pourcentage qui est infime. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que tu as vu peut-être un dénominateur commun entre les différents joueurs qui finalement ont été capables d'intégrer l'INF? Le dénominateur, je pense que, enfin, je connais pas les critères de sélection des coachs à l'époque, mais les coachs de l'époque, C'était qui? c'était vraiment des pointures en termes de pré-formation et de formation. C'était Claude Dussault, Mm. même, enfin, il avait passé le flambeau à Gérard Prêcheur. C'était André Mérel, il y avait Jean-Claude Lafargue, Franck Raviot, Francisco Filio aussi qui donnait un coup de main sur les tours de sélection. Donc c'était, en termes de préformation, c'était l'excellence. C'était pas un bon niveau, c'était l'excellence. Donc je pense que ce qu'ils recherchent à travers les joueurs, c'est comprendre l'espace-temps, Mm. la compréhension du jeu, l'intelligence de jeu et bien sûr l'aspect technique. Je pense que la technique, ça reste. Moi, quand j'étais à Clairefontaine, on me disait toujours, si tu sais contrôler un ballon et faire une passe, tu peux voyager. Ça m'est toujours resté dans la tête. Si tu Mm. peux bien contrôler le ballon, même si tu reçois un mauvais ballon, et derrière faire une passe, et la passe, ils nous disaient, nos formateurs, c'est faire un cadeau au partenaire. Déjà, si tu as compris ça. Donc, je pense que dans les présélections, les tours, les stages, je pense que c'est ça qu'ils regardaient. Mm. Ton père te présentait des cassettes, Clairefontaine te présentait une vision du foot. Combien de temps ça t'a pris après avoir intégré l'INF pour avoir un genre de déclic, de dire: «Ah, maintenant je vois le foot de manière un peu différente ou même de manière drastiquement différente que je le voyais avant de rentrer à l'INF»? Est-ce qu'un moment Bah, déjà, quand tu fais les tours de Clairefontaine, premier tour, deuxième tour, au début, j'y allais en voilà, je vais faire un match de foot, après je rentre chez moi. Moi, au cinquième tour, j'étais déterminé. Parce que ouais, là, ça y est, tu au cinquième tour, c'est tu devant restes toi. 3 jours, vous êtes 50-60. Sur les 50-60, il reste plus que 25. Faut y être, tu vois? Donc là, je commençais à vraiment être déterminé. Et après, moi, de base, je suis quelqu'un de très compétiteur, de très, j'ai un état d'esprit vraiment conquérant, je lâche rien. Ça, c'est des valeurs qui me caractérisent. Donc, j'ai tout de suite compris que, ok, on a Clairefontaine, on est entre potes, parce qu'on restait une bande de potes, mais quand je suis rentré à Clairefontaine, je savais où je voulais aller. Mmh. Je savais que voilà, si je pars de chez moi à 13 ans, c'est pour être footballeur professionnel. C'est pas, il y avait pas de plan B. Tu avais une confirmation aussi. Je veux dire, si tu rentres à l'INF, habituellement, c'est un bon premier pas dans la bonne direction. C'est un bon premier pas, mais notre formateur de l'époque, Monsieur Prêcheur, le coach, il nous disait: «Vous êtes 25. Déjà, au bout de la première année, il y en a un qui est écarté, et au bout de la deuxième année, encore un, pour qu'à la fin, il en reste que 22-23». Mmh. Et il nous disait: «Vous êtes 25, s'il y a 2 professionnels sur 25, c'est très bien». Parce que eux, ils se sont aperçus, en fait, avec l'antériorité, que les statistiques, c'était ça. Mmh. Se signer un contrat professionnel, ça va. Ce qui est plus dur, c'est le deuxième, c'est le troisième, c'est aller chercher le gros contrat. C'est ça qui est difficile. Absolument. Il y a un très, très bon reportage qui a été fait sur l'INF Clairefontaine. Je pense que c'est avec la génération un an plus vieux que toi, 91, qui était sorti, qui était très, très intéressant. Et tu vois un peu cet esprit très, très compétitif qui se met en place à l'intérieur du centre. Avec du recul, aujourd'hui, ça fait quoi? Quasiment 20 ans que tu es sorti du centre, littéralement, je crois bien. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui y entre aujourd'hui? Peut-être quelque chose que tu aurais voulu faire de différent. Peut-être quelque chose que
tu aurais voulu mettre plus d'emphase dans ton jeu, des questions que tu aurais peut-être davantage posées aux entraîneurs? Est-ce que quelque chose, un conseil qui te vient en tête que tu pourrais donner à des gens qui pourraient écouter le podcast et qui vont intégrer l'INF? Alors, je pense que le reportage auquel tu fais référence, c'est celui sur la génération 87, je crois, C'est peut-être 87. avec Hatem Ben Arfa, Ouais, Abou c'est Diaby, vrai, etc. effectivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma maman, de base, elle voulait pas m'emmener à Clairefontaine. Parce que le Elle m'a dit, j'ai reportage. vu le reportage, la scolarité, c'est compliqué, tout ça. Moi, je travaillais bien à l'école. J'avais des facilités, en fait. Même si je travaillais pas beaucoup, le jour de l'examen, j'arrivais toujours à avoir des bonnes notes. Et c'est pour ça qu'elle voulait pas m'emmener à Clairefontaine. Mais après, avec mon père, on a réussi à la convaincre. Et si j'avais un conseil à donner, ce serait écouter. Hmm. Écoutez les formateurs, écoutez vos coachs. Parce que les coachs à Clairefontaine, ils sont bienveillants. Ils sont pas là pour leur intérêt, leur carrière de coach. Non, ils sont là pour vous faire progresser. C'est-à-dire qu'avant d'être des entraîneurs, c'est des éducateurs. Hmm. Donc déjà, ils te donnent un cadre de vie. Se lever à l'heure, faire son lit, aller à l'école, faire ses devoirs. C'est-à-dire que même si tu ne deviens pas professionnel, tu seras un homme responsable. Donc ils te transmettent ces valeurs-là. Moi, je me rappelle, M. Raviot, qui était l'entraîneur des gardiens, il était dur. Mais il te donne un cadre. Et en fait, quand tu es grand, tu dis, mais c'est ce cadre-là dont j'ai besoin. Même en tant que... Moi, aujourd'hui, je suis père de famille. Mon fils, c'est des valeurs que je veux lui transmettre, parce que c'est très, très important. Donc, si j'avais un conseil, ce serait vraiment d'écouter. Et après, encore plus sur la partie footballistique, parce que là, c'est des formateurs qui ont beaucoup de qualité, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience. Donc, il faut prendre les conseils. Il faut être une éponge. En termes de qualité, est-ce que tu as retrouvé mieux que ce que tu as vu à l'INF dans ta carrière? Sincèrement, non. J'ai eu des débats, des comparatifs, etc. Pour moi, l'INF Clairefontaine, c'est... Donc, même Non. dans un cadre professionnel, on n'est pas capable d'arriver au même niveau. Non, pour moi, non. Parce que j'ai appris des choses à Clairefontaine. Et bon, après, on en parlera. Mais moi, je me suis retrouvé à jouer dans certaines catégories, certains niveaux, où on me disait de faire l'inverse que ce on m'avait dit à Clairefontaine. Tu vois? Là, ça C'est devient comme si on difficile. m'avait formé un jeu et après, on m'a déformé. C'est là où c'est très compliqué. C'est là où il faut être fort mentalement. Mais pour moi, en termes de... Déjà, ma vision du football, c'est-à-dire, selon moi, comment on joue au football, comment on fait pour gagner des matchs, moi, j'étais en totale adéquation avec l'INF Clairefontaine. Parce que je me rappelle, le premier entraînement, le coach, il nous convoque et il nous dit, est-ce que vous savez comment on joue au football? Donc nous, on a dit, oui, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Et il dit, comment vous faites pour marquer un but de plus que l'adversaire? On ne sait pas. Il nous a dit, quand mon équipe a le ballon, l'adversaire ne l'a pas. Ça, c'était une phrase de Pierre Pibaro. Donc cette phrase, elle prend tout son sens. C'est-à-dire, on veut marquer des buts, mais il y a une manière de marquer des buts. Il y a une manière d'amener le ballon dans les filets. Ça, c'était extraordinaire, parce que moi, ça a fait tilt tout de suite dans ma tête. Parce que je repensais à mon père qui montrait les cassettes de l'Ajax Amsterdam, de Maradona. C'était une certaine qualité. Moi, j'avais une vision du football, de comment j'aimais jouer au football, etc. Et là, j'arrive et on me dit, pour jouer au football, pour bien jouer, pour gagner des matchs, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mon nom est Antoine Gagné. On fait une petite pause dans l'épisode parce qu'on a une grande annonce à vous faire. En 2026, Histoire de foot continue et veut faire les choses en grand. Au-delà des entrevues et des conversations qu'on adore, on veut aller plus loin. On veut faire des reportages, des formats inédits, des contenus beaucoup plus immersifs autour du foot. Et pour atteindre cette ambition, on a pris une décision importante. Pour la première fois en plus de 2 ans, on ouvre la porte à des partenaires et sponsors pour le podcast. Dans les prochains mois, on va accepter des candidatures d'entreprises qui souhaitent s'associer à Histoire de foot, s'intégrer au projet et nous accompagner dans cette nouvelle étape. Si ça vous intéresse de rejoindre une audience de plusieurs millions de passionnés de football chaque mois en France et partout dans la francophonie, et de connecter avec des dizaines de milliers d'auditeurs fidèles, rendez-vous à go.histoiredefoot.co/partenaire. Donc, je le répète, go.histoiredefoot.co/partenaire.
partenaires. Le lien est également dans les notes de l'épisode. D'ici quelques mois, on sélectionnera des partenaires qui nous accompagneront pour la prochaine année. Donc, si vous aimez le foot autant que nous et que vous avez envie de construire quelque chose avec Histoire de foot, on a très hâte d'échanger avec vous. De retour à l'épisode en cours. La meilleure manière de défendre, c'est d'avoir le ballon. C'est d'être capable d'attaquer constamment. Et c'est là que c'est intéressant parce que tu me parles de technique beaucoup à l'INF Clairefontaine. Là, tranquillement, on peut rentrer dans des schémas tactiques pour être capable de bien contrôler le ballon en match. Dans le cursus d'un joueur de foot, dans le cursus que tu as été capable de voir à l'INF, c'est vers quel âge qu'on essaie tranquillement de vous insérer des concepts tactiques, des schémas de jeu, des manières littéralement de contrôler un match de foot? Quel âge à peu près? Dès la première année. Donc 13 ans direct. 13 ans. Je me rappelle, c'était chaque jeudi, séance tactique. Et le coach, il passait de thème en thème. Il y avait un thème, c'était le démarquage. Il y avait un thème, c'était le 2 contre 1. Il y avait un thème, c'était l'attaque rapide. Il y avait un thème, c'était la possession de balle, la ressortie de balle. Donc, il passait de thème en thème pour qu'à la fin de l'année, on ait vu le maximum de choses, le maximum de situations. Et c'est exactement ça, parce que quand je vois l'interview, par exemple, de Thierry Henry avec Olivier Dacour, c'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Henry. Il dit, j'arrive en professionnel à Arsenal, il y a des joueurs qui ne savaient pas jouer un 2 contre 1. Mais c'est exactement ça. Je comprends. Moi qui ai fait Clairefontaine, je comprends tout à fait. Parce que je me dis, moi, dès 13 ans, le coach, il nous apprenait à jouer des 2 contre 1. Décortique pour notre audience, comment faire un 2 contre 1 de manière intelligente, sophistiquée versus un 2 contre 1 qu'un joueur qui n'aurait pas eu nécessairement la même éducation foot peut-être aborderait? La base du 2 contre 1, c'est qu'il y en a un qui a le ballon et l'autre, il est démarqué par rapport au défenseur. Donc, l'objectif de celui qui a le ballon, dans un premier temps, c'est d'aller fixer le défenseur. Donc, aller fixer le défenseur pour qu'au moment où il fasse la passe au second, le second il soit libre et démarqué pour aller vers l'avant. Mais après, il faut faire attention à ce que quand on fasse la passe, le défenseur il n'intercepte pas le ballon, ou quand on conduit la balle, le défenseur il ne la prenne pas. Donc, c'est un timing à avoir, à sentir. Et des fois, il faut peut-être feinter la passe pour y aller tout seul aussi. On n'est pas obligé de jouer les 2 contre 1. Et celui qui est sans ballon aussi, il a un rôle important à jouer. Est-ce que je passe dans le dos de mon partenaire? Est-ce que je passe au contraire devant, je coupe sa course? Est-ce que je reste sur le côté en m'ouvrant une ligne de passe pour ensuite sur le contrôle aller vers l'avant? Tout ça, ça s'apprend. Et ça, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Il faut faire ses gammes comme un musicien. Et ça, on le faisait tous les jeudis. Bon, souvent, Clairefontaine est une très, très bonne plateforme pour que des clubs pro, bien entendu, viennent cogner à la porte. C'est arrivé très, très souvent avec beaucoup de joueurs qui sont venus sur le podcast, qui nous ont dit, je veux dire, les offres, les opportunités étaient devant moi. Toi, c'est le PSG. Donc, c'est au PSG que tu vas, en jeune. Si c'est eux qui ont présenté la meilleure option, c'est toi qui voulais absolument rester à Paris. Comment ça s'est mis en place, tout ça? Alors, déjà avant Clairefontaine, quand je jouais voilà, dans mon club, etc., il y a des recruteurs qui viennent assez rapidement faire des premiers contacts. J'avais déjà fait des premiers stages, des premiers tournois dans des clubs professionnels. Après, quand tu rentres à Clairefontaine, ça s'accentue. Parce que déjà, quand tu fais le concours de Clairefontaine, tous les recruteurs, ils sont là. Ils sont tous là. Et après, quand tu intègres Clairefontaine, encore plus. Et puis après, il y a aussi eu un autre élément déclencheur, on va dire, c'est à la fin de la 2e année, il y a la Coupe nationale des régions en 14 ans. Donc quand tu le fais avec ta région, moi je l'ai faite et j'avais fait une bonne coupe. Ça s'appelle la Coupe nationale. J'avais fait une bonne compétition. Et là, j'avais vraiment beaucoup de clubs. J'ai eu la chance d'être vraiment très sollicité. Lesquels? J'avais Auxerre, Amiens, le Stade Rennais, Monaco, le PSG. J'avais vraiment pas mal d'opportunités, mais j'avais déjà signé au PSG avant de faire la Coupe nationale. En fait, c'était une volonté de ma part de signer avant de faire la Coupe nationale.
Et avec le temps, peut-être que c'était une erreur. Et pourquoi? Parce qu'avec la Coupe nationale, en fait, derrière, j'ai eu d'autres opportunités. Mais pourquoi te signer au PSG avant la Coupe nationale? Il m'avait fait une bonne proposition, même, voilà, quelque chose de cohérent. J'étais pas loin de chez moi. C'était une continuité. Et puis, moi, je me rappelle, mon papa, quand il allait me chercher le vendredi soir, il demandait quand même au coach sur place à Clairefontaine, voilà, mon fils, il est sollicité par tel club. Est-ce que vous pensez que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'il faut attendre? C'est pour cette raison qu'on avait fait ce choix-là. Mmh. Comment tu te sens? Tu es tout jeune encore, tu es un adolescent, l'INF, le PSG, des clubs un peu partout en France qui veulent te faire signer. Je veux dire, ça doit être une confirmation, un gage de réussite un peu que tu es en train de faire quelque chose de bien. Mais d'un autre côté, c'est que le début, c'est-à-dire il y a encore tout à prouver. C'est quoi les sensations et également, c'est qui t'aide à rester très focus sur ce que tu dois atteindre pour finalement atteindre ton rêve, celui d'être footballeur professionnel? Alors, déjà, quand tu rentres à Clairefontaine, c'est pas un gage de signer dans un club professionnel, parce que Clairefontaine, c'est un centre de préformation. Donc maintenant, ça dure que 2 ans. Nous, à l'époque, ça durait 3 ans. La troisième année, on était surclassé en jouant en championnat U17, avec 1 an de moins que toutes les autres équipes. Mais déjà, quand tu rentres à Clairefontaine, tu es pas sûr de trouver un club derrière. Ça, faut l'avoir en tête. Donc quand tu signes dans un club professionnel, moi, quand j'ai signé au PSG, je me suis pas dit: «Ça y est, je vais être professionnel», mais je me suis dit: «Déjà, j'ai un club après Clairefontaine. Mmh, Je vais pouvoir poursuivre mon process», mmh. tu vois? Mais c'est pas une fin en soi et ça, mon papa, il me l'a toujours dit. Mon père, il m'a dit: «C'est bien, tu as signé un premier contrat», mais sur le contrat, en haut, c'était écrit, à l'époque, c'était apprenti ou aspirant, c'est pas écrit professionnel. Donc en soi, dans 2, 3, 4 ans, l'histoire, elle peut s'arrêter. Donc c'est ça qui te fait aussi prendre conscience que c'est bien, tu mets un pied à l'étrier, mais c'est pas non plus, une fin en soi. Donc tu avais cette conscience. J'avais cette conscience. Après, quand j'étais en troisième année à Clairefontaine, j'étais en équipe de France. Là, c'était encore autre chose, parce que j'ai eu encore d'autres sollicitations, donc ça en fait, ça t'amène de la confiance. Ouais. Tu te dis: «Si j'ai fait Clairefontaine, si je signe au PSG, si je suis en équipe de France, c'est que j'ai peut-être pas les pieds carrés». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, il faut avoir conscience de ses qualités, ses défauts, les axes d'amélioration pour, voilà, essayer de Mmh. de 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 poursuivre son chemin, tout simplement. Vous gagnez un championnat U19 avec le PSG, je pense en 2010 si je ne me trompe pas ici. Donc, l'INF Clairefontaine, le PSG en centre de formation, ça se passe relativement bien. Il y a un championnat qui est gagné ici. Mais finalement, corrige-moi si je me trompe, tu n'as pas reçu de contrat professionnel à Paris. Comment Alors ça s'est déroulé? Donc, il y a tout le temps des coulisses à ça. Donc, c'est ça qui serait intéressant d'en savoir un peu plus parce que là, de ce que je lis, et j'ai hâte que tu m'en dises un peu plus, on dirait que tu avais monté, 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 et là, peut-être qu'il y a le premier coup dur de ta carrière. le premier coup dur, alors déjà, moi, quand je signe au PSG, je signe en fin de deuxième année De Clairefontaine. de Clairefontaine. Je fais ma troisième année à Clairefontaine et je suis toute l'année en équipe de France, où là, j'ai beaucoup de clubs qui me sollicitent. Et en fait, le recruteur du PSG, le directeur du centre de formation à l'époque, le deal, c'était: tu as fait une saison surclassée en U17 avec Clairefontaine, parce que tu as joué en championnat U17 alors que tu avais 1 an de moins que tout le monde. Le deal, c'est: moi, je vais en PSG, je reprends en U19. Je passe pas par la case U17, je l'ai déjà faite. Mmh. Sauf que moi, quand j'arrive au PSG, je redémarre en U17. Donc déjà là, je comprends pas et je me braque. Et je me rappelle d'avoir eu une discussion avec, le coach de l'époque au bout de 1 semaine, parce que moi j'étais milieu axial, vraiment axial. Ouais. J'étais gaucher, mais je jouais vraiment, dans l'axe et tous les coachs, ils voulaient me faire jouer à gauche. Mais moi je voulais pas, j'aimais pas et j'avais pas les qualités pour jouer sur le côté et je me rappelle être allé lui demander: «Voilà coach, cette année, comment ça se passe? Quel poste vous pensez me faire jouer?» Ben il me dit: «À gauche».
Au bout de 10 jours, je me rappelle, une semaine, 10 jours. Et je lui dis non, moi je crois qu'on s'est pas bien compris. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà fait un championnat U17, je suis international français, je suis milieu axial. Je comprends pas pourquoi vous pensez me faire jouer à gauche. Il me dit, bah, si t'es pas content, j'ai un autre poste pour toi. Arrière gauche. Et c'est là où je me suis dit, je pense avoir fait une erreur de signer au PSG parce que mon parcours au PSG, c'est pas du tout passé comme prévu. OK, donc essayons d'amener parce que c'est une des beautés, je pense, d'un podcast Histoire de foot comme ça, c'est les retours d'expérience. Donc, il y a sûrement des jeunes aujourd'hui qui vont nous écouter et qui vont être dans un élément comme tu as été à tes 15, 16, 17 ans, arrivent avec des options de centre de formation. Est-ce qu'avec du recul, c'est important, bien entendu, d'avoir des discussions, j'imagine, avec les directeurs du centre de formation, mais également très rapidement avec les coachs pour comprendre c'est quoi le projet de jeu de mon fils, dans l'optique que c'est le père ici qui parle. Est-ce que ça serait ça peut-être la chose qui aurait dû être faite de votre côté? Tout à fait. Bah, je pense que ça a été une erreur de ma part. Après, moi, j'étais jeune et je vais pas rejeter la faute sur quelqu'un. Ça fait partie de mon histoire et c'est comme ça. Mais on m'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues. Qui te fait les promesses? Les directeurs sportifs? Bah ouais, le directeur du centre de formation, le recruteur du PSG qui me recrute. Moi, quand je suis censé, quand je finis Clairefontaine, première année, je reprends en U19 et je joue le week-end en U17. À la mi-saison, je monte en match en U19. Et la deuxième saison, je reprends en CFA et je joue en U19, voire fin de saison, je joue en réserve. C'était ça le deal. Sauf que ça se passe pas comme ça. Et l'erreur aussi, ça a été de pas rencontrer et parler à mes futurs coachs. En fait, moi, j'ai eu l'impression que quand j'arrivais au PSG, les coachs que j'ai eus, ils me connaissaient pas. Ce qui fait que moi, je me suis braqué parce que j'ai des promesses qui sont pas tenues, j'ai des engagements qui sont pas tenus. Et au final, les coachs, eux, ils ont leur position aussi. Il faut les comprendre. Ils sont là pour gagner des matchs. Ils sont pas là pour voilà. Donc ça a été une erreur de ma part, d'avoir signé peut-être trop tôt et de pas avoir rencontré dans le détail les futures personnes qui peuvent être amenées à être dans ton parcours en fait de formation. Mmh. Donc finalement, bon, on te fait pas jouer à ton poste. Il y a peut-être une incohérence entre ce que le coach attend de toi et toi, ce que tu avais compris que ce que le club attendait de toi. Comment tu règles un peu la situation et finalement, comment ça impacte ton jeu? Parce que tu nous as dit que les années au PSG ne se sont pas déroulées comme prévu. Il y a pas un moment que tu as été capable peut-être de trouver ton aire de jeu, de trouver ton aise, peut-être même sur le côté gauche? Comment tu as été capable de vivre ces différentes années? Bah, j'ai la tête dure. Hein. J'ai la tête dure et j'ai un mental vraiment d'acier, quoi. Donc, Donc toi, c'était milieu centre ou au rien? final, je te rassure, j'ai pas joué à gauche. C'est ça. Ah, J'ai joué dans l'axe. ouais. Et par contre, j'ai fermé ma bouche, j'ai travaillé et j'ai joué en U17. Donc, malgré les promesses non tenues, j'ai repris en U17, j'ai joué en U17, mais j'ai joué à mon poste et j'ai été performant parce que sincèrement, ça se passait bien. L'équipe, on était premier, je marquais des buts, je faisais des passes D, ça se passait très bien. Et au mois de janvier, je suis monté en U19. Donc, en gros, ça a pris 6 mois à peu près. J'ai eu un peu de retard, mais ça a pris 6 mois. Et malheureusement, à la mi-mars, je me suis blessé à l'entraînement. J'ai eu une rupture du ligament latéral externe. Donc, j'ai dû me faire opérer. J'avais une attelle pendant 3 mois et j'ai loupé les playoffs. Ça, c'était sur la première année. La deuxième année, j'ai repris en U19. J'ai fait mon année en U19. Et d'un commun accord, je me rappelle, c'est à ma demande, j'ai pris rendez-vous avec le directeur du centre de formation. Je lui ai dit, moi, à la fin de l'année, je suis en fin de contrat, je ne peux plus rester ici. Ça ne m'intéresse pas. Et pourquoi? Parce que les promesses, elles n'ont pas été tenues. Je ne me sens pas dans un environnement valorisant. Je voyais que voilà, on faisait passer certains jours avant moi. Peut-être que moi, j'étais pas assez performant à leurs yeux, je peux l'entendre, il y a pas de souci. Mais moi, je sentais qu'en fait, c'était pas la bonne place pour moi pour passer professionnel. Mmh. Après, ce qui fait aussi que
Il y a aussi eu le fait que le club, il y avait les bruits de rachat. Tu vois, Ouais. on arrivait vers fin 2010, le club, il a été racheté en 2011 par QSI. Donc je me disais, parce que moi, en fait, faut revenir à ça aussi, c'est que quand moi je signe au PSG, on me vend un projet. On me dit, le PSG, maintenant, on est un club formateur. D'accord? On a fait signer toute une génération professionnelle. Clément Chantôme, Mamadou Sakho, David Ngog, Youssouf Moulumbu, Loris Arnaud, Jean-Yves Mvoto, Laris Mabiala. Donc, moi, je me dis, bah ouais, en fait, c'est vrai. Ils font confiance aux jeunes. Ils ont fait signer 6 ou 7 joueurs professionnels. Bon, après, qui joue pas, il y a un coach au-dessus qui est là pour les faire jouer ou pas. Mais c'est le projet qu'on me vend. Donc, moi, je signe. J'ai une belle proposition, j'ai un projet cohérent, je signe. Et tu vois, à la fin de 2010, j'ai senti que c'était plus le bon endroit pour moi pour poursuivre mon chemin, tout simplement. Et le directeur du centre de formation m'a dit, moi, il n'y a pas de souci. Tu es quelqu'un de respectueux, de simple, de calme. Je te demande une chose, c'est d'avoir ton baccalauréat, c'est tout. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il a été réglo. Et là, bon, tu te retrouves avec, quand même un questionnement sur, la suite. Est-ce que là, c'est le cocon familial peut-être qui t'aide un peu à te replacer ici? Parce que tu arrives à Laval. Je veux dire, c'est un club que ton grand-père connaît, on pourrait dire, très, très bien. Est-ce que c'est lui peut-être qui a dit: «Va faire un essai là-bas»? Est-ce que c'est Laval qui est venu vers toi? Tu rentres comment là-bas? Alors, avant d'arriver à Laval, faut que je parte du PSG. Donc, quand je pars du PSG, il y a un agent qui me sollicite et qui me trouve un essai à Lorient. Mmh. L'essai se passe super bien. Je connaissais des joueurs là-bas, je suis performant et au bout de 3 jours, le directeur donc je fais 3 4 jours d'essai. Au bout de 3 jours, le directeur du centre de formation me dit: «Voilà, moi je te veux, on te propose un contrat stagiaire». Et je suis tellement mal, accompagné que mon agent d'époque, il refuse et il dit: «Nous, c'est soit pro, soit, les contrats élite». Contrat élite, c'est 2 ans stagiaire, 3 ans pro. Et là, le directeur en face, il lui dit: «Mais pour qui vous vous prenez? On on n'a absolument pas l'habitude de faire signer ce type de contrat, donc nous, c'est stagiaire ou rien». Et stagiaire, essaie de nous aider à bien comprendre les distinctions de stagiaire et élite ici. Bah, en fait, contrat stagiaire, donc tu as un contrat qui dit comme son nom l'indique de stagiaire, c'est sur 2 ans. Et en fait, donc tu t'es rémunéré et mais tu pas professionnel. Alors que le contrat élite, il y a 2 contrats dans le contrat élite, il y a 2 ans stagiaire et 3 ans pro. Donc Ouais. en vrai, tu signes pro. Sauf que tu passes par une phase de stagiaire de 2 ans. C'est plus un contrat, voilà, sur, de longue durée. Et donc le directeur, il nous dit: «Non, nous on n'a pas l'habitude de faire ça, on fonctionne pas comme ça, c'est stagiaire ou rien». Et mon agent de l'époque, il lui dit: «Non». Donc je refuse Lorient et là, je quitte le PSG. Et comment tu te sens, toi? Parce que là, j'imagine que, bon, tu fais confiance à ton agent, il sait de quoi il parle, il connaît un peu l'industrie. Est-ce que tu es tenu au courant de ces négociations? Tu l'apprends après? Tu l'apprends pendant les discussions? Est-ce que tu es frustré après tout ça? En fait, moi, je lui fais confiance parce que je me dis: «Il est là pour servir, mes intérêts». Et Lorient passe, je lui fais confiance et je quitte le PSG et derrière, il m'appelle, je crois que c'était au mois de fin juin, début juillet. Il me dit: «Voilà, j'ai des essais en Angleterre pour toi, j'ai des clubs qui sont intéressés, il faut que tu ailles à Londres». Donc il me paye le billet, je vais à Londres et je reste 1 mois à Londres et Un mois. je fais des essais dans plusieurs clubs, ouais. Je fais des essais dans plusieurs clubs, donc je vais à Leyton Orient, si je te dis pas de bêtises, ils étaient en Ligue 1, l'équivalent de la National. ouais, 3e division. Je vais à Crystal Palace, sauf que Crystal Palace de l'époque, c'est pas le Crystal Palace d'aujourd'hui et ils étaient en quasi faillite et ça se passe super bien Crystal Palace. Je reste plus de 10 jours là-bas et le coach de la réserve à l'époque, il me dit: «Moi, je te veux, mais j'ai pas d'argent, en fait, je peux pas te faire signer, j'ai pas d'argent pour te faire signer le contrat». Et ça s'éternise, ça s'éternise, ça s'éternise jusqu'à un moment donné où mon père, il m'appelle et il me dit: «Écoute, on est début août,
t'as un contrat ou t'as pas de contrat? Je lui dis: «Non, j'ai rien. Je fais des essais, je tourne en rond, je suis à Londres, dans une famille d'accueil tout seul, mais voilà, j'ai pas d'offre concrète». Il me dit: «Écoute, rentre». Donc je prends mon billet, je rentre. Cet agent, je lui dis Ouais. goodbye et tu m'as mis dans une sacrée salade et après je me rappelle, je rappelle mon coach de Clairefontaine en lui demandant, voilà, s'il peut m'aider, si voilà, est-ce que je peux il peut me trouver un club ou faire des essais, je sais pas et je vais à l'essai encore dans 2 autres clubs. Je vais à Sedan et je vais à Tours. Je vais à Tours. Ouais, Tu fait le tour Tours, de je me l'Europe. rappelle, Tours, Sedan, je suis pas pris, ils sont pas intéressés et à Tours, je m'en rappelle, quand j'arrive, c'est Alexandre Dujeu, donc l'actuel coach de la Ligue 1, qui est en charge des U18 DH. Parce que j'arrive, je suis avec lui, ça se passe super bien et au bout de 2 jours, il me dit: «Moi, tu as rien à faire avec moi, tu vas avec la réserve». Je vais avec la réserve, ça se passe bien, il y a un match amical et à la fin, aucune proposition et après j'envoie des CV et j'ai le bonheur d'atterrir, à Laval et je commence en U19 la saison d'après à Laval et là, je vais faire, la rencontre de plusieurs personnes, notamment une avec lequel ça va matcher, ouais. Mmh. Et tu nous parlais plus tôt que ce que tu as vécu à Clairefontaine, à un certain moment donné dans ta carrière, on te disait un petit peu l'inverse. Est-ce que c'est à Laval que tu le sens ou c'est plus tard? Comment ça se déroule un peu le coaching à Laval, l'approche du foot? Parce que on pourrait argumentablement dire que tu passes des 2 plus grandes instances de France ou quasiment, Clairefontaine suivi du Paris Saint-Germain, à un club très respectable, Laval, mais ça n'a pas la même posture, on pourrait le dire ainsi. Le foot, la manière qu'on le présente, est-ce que c'est considérablement différent de ce que tu avais vécu préalablement? Mais en fait, j'ai la chance, c'est ce que je te disais juste avant, sur mon chemin, de faire la rencontre et d'avoir, comme coach Stéphane Moreau. Stéphane Moreau, c'est quelqu'un qui est issu de la formation, nantaise, donc Coco Suedo, Reynald Denouex et cetera. Donc lui aussi, il a une certaine idéologie du football et d'une manière de jouer et c'est un très bon formateur. Pourquoi je dis que c'est un très bon formateur? Parce qu'en fait, tout simplement, il te laisse le droit à l'erreur. Mmh. Tu as le droit de faire des bêtises. Tu as le droit de perdre le ballon. Tu as le droit de perdre un duel. Tu as le droit de louper une passe. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi j'ai loupé pour ne pas louper la prochaine. Et en fait, lui, il a la même vision du foot que moi, donc ça match, tout de suite. Mais ce qui était dur, pour revenir à ce que tu disais, c'est que je passe quand même de Clairefontaine, PSG, l'équipe de France où voilà, même en équipe de France, ça se passait super bien. Bah, là, tu arrives dans un club de Ligue 2 quand même, Ouais. donc un club de niveau un petit peu plus, bas, mais je reprends U19, j'ai voilà, je mets mon ego de côté et j'essaye de faire, les choses du mieux possible et j'ai la chance d'avoir, Stéphane Moreau. Donc je l'ai pas tout de suite parce que lui, c'était le coach de la réserve. Donc je commence en U19 et très vite, lui, il commence à me prendre à l'entraînement avec lui et dès le mois de janvier, je commence à jouer en réserve avec lui. Donc je passe d'un côté je quitte le PSG, je me retrouve sans club, c'était compliqué. Je retrouve Laval et je tombe sur ce coach-là. Ça a été une bouffée d'oxygène, en fait, pour moi. Mmh. 3 choses qui ont marqué ton esprit avec Stéphane Moreau. Footballistiquement ou humainement? Footballistiquement, bah, peut-être même les 2 parce que les 2 des fois, vont bien ensemble. Souvent, quand on est bien dans sa tête, on risque d'être mieux avec ses pieds également. Donc, qu'est-ce que fait qui a eu un impact aussi présent sur toi? 3 trucs peut-être qui t'ont marqué? Bah, le premier, le droit à l'erreur. Parce que les 6 premiers mois, ça se passe bien, mais c'est pas non plus extraordinaire et il a quand même le courage ou je sais pas, peut-être qu'il a vu chez moi quelque chose qui lui a fait: «Bon, ce petit-là, il a quand même quelque chose». Donc le droit à l'erreur, je dirais, humainement, c'est quelqu'un de sympathique, respectueux, qui a des valeurs,
intéressante. Et puis, troisième chose, c'est la vision du football, comment gagner un match, comment structurer son équipe, comment il veut faire jouer son équipe, on va dire. Mmh. Et bon, U19, tu t'entraînes avec la réserve et finalement, tu deviens professionnel. Félicitations. Je veux dire, c'est pas donné à tous d'avoir une signature professionnelle. Est-ce que quand tu as finalement entre tes mains ce contrat, tu dis, bon, le rêve, l'objectif que j'étais quand j'ai intégré Clairefontaine, parce que comme tu nous le disais plus tôt, c'est là que c'est devenu très sérieux, très concret dans ta tête. Finalement, c'est peut-être pas au Paris Saint-Germain, mais au moins j'ai mon contrat. Et à partir de là, quelle est ta mentalité par rapport à ta carrière? Parce que, encore une fois, avec tout le respect qu'on peut donner à Laval ici, tu l'as mentionné, c'est un club de Ligue 2, tu as connu les plus grandes instances. J'imagine que tu as de l'ambition et que tu veux atteindre peut-être le plus haut niveau. Donc, est-ce que tu abordes le projet Laval de dire, c'est un club que je peux faire plusieurs années, je veux tout défoncer ici, ou est-ce que tu as déjà les yeux ailleurs, peut-être sur d'autres opportunités? En fait, moi, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, de positif. J'aime beaucoup rigoler, etc. Donc, je vois pas ça comme ah, c'est un club de Ligue 2, ça va être plus dur. Moi, je me dis, euh, j'arrive à signer professionnel, c'est une opportunité pour continuer, en fait. Donc, je vois vraiment ça positivement. Mmh. Je me dis, ça va être un club sur lequel je vais pouvoir engranger de l'expérience dans le monde professionnel, faire des matchs, dans l'idée, oui, de se montrer, de se faire voir pour aller plus haut, bien sûr, faut être ambitieux. Mais à aucun moment, je me suis dit, ah, c'est de la Ligue 2, c'est compliqué. Non, je me suis dit, ça y est, j'ai réussi à signer professionnel. Je connais beaucoup de gens qui ne le sont pas devenus, peut-être qui étaient meilleurs que moi. Mais là, je suis pro, je suis dans le monde pro. C'est un tremplin, en fait. Ouais, Faut saisir l'opportunité. va le chercher. Après, je suis allé le chercher parce que entre le moment où je suis en réserve et le moment où je signe pro, le coach des pros de l'époque, c'était pas, il n'est pas tombé comme ça, le contrat. Il m'a fait jouer 9 mois arrière gauche à l'entraînement. J'ai Oh! rien dit. Oh, C'est là aussi les jeunes qui nous écoutent. C'est ça aussi, moi, à la base. J'étais numéro 10 vraiment à l'ancienne. Et quand le coach des pros, il me disait porte le but, j'allais porter le but. Va ramasser les ballons, j'allais ramasser les ballons. Il m'a mis 9 mois à l'entraînement arrière gauche, je me rappelle. Mais c'était pour mon bien, en fait. Parce il qu'il me disait, ouais. je veux que tu apprennes à défendre. T'es un joueur très élégant, très offensif, t'as une belle patte gauche, mais il faut que tu apprennes à te faire mal. Il faut que tu apprennes à aller au duel. Il faut que tu apprennes à te défendre. Donc il m'a mis arrière gauche. Mmh. Et en vrai, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que aussi, lui, c'était un coach qui était passé par la formation au FC Sochaux, à Metz. Donc, c'est des clubs formateurs qui donnent leur chance aux jeunes. Donc, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, même à Clairefontaine, écoutez vos coachs. Et pourtant, ça, c'est un coach d'une équipe professionnelle, donc qui avait une obligation de résultat. Mais avec les jeunes, il prenait quand même le temps de distiller des conseils, etc. Mmh. On voulait te faire jouer à gauche à Paris. Finalement, on te met 9 mois à gauche pour que tu aies peut-être une meilleure compréhension de défendre à Laval. En professionnel, tu signes à quelle position? Bah, je signe milieu relayeur, numéro 8. Et c'était mon poste Donc, tu retrouves l'axe. de prédilection. Ouais, j'ai toujours joué dans l'axe. Mmh. Après, moi, j'aimais bien jouer 6 devant les défenses pour toucher le ballon, parce que j'adorais ça. Mais là où j'étais le plus performant, c'est quand j'étais 8, un peu box-to-box, où j'avais un 6 qui défendait, où il me disait vas-y, attaque, et moi, je défends, et moi, je faisais le relais avec les attaquants. C'est ça que je préférais. Ouais. Mmh. Et c'est là où j'étais le plus performant. La Ligue 2, on entend souvent des joueurs qui sont venus sur le podcast nous parler d'un championnat qui est très haut niveau, beaucoup plus physique des fois. Comment que ça se situe peut-être tes premières saisons? Quel est le choc que toi tu sens? Est-ce que le choc est au niveau de la vitesse de jeu? Est-ce que c'est finalement de se dire on joue contre des hommes, ils sont plus grands, ils sont plus gros, c'est plus complexe? Est-ce que c'est dans les schémas tactiques que le coach met en place que peut-être il y a une courbe d'apprentissage qui est plus longue? Quels ont été peut-être les chocs que tu as connus dans tes premières saisons? Bah, le championnat de Ligue 2, c'est un championnat qui est très physique, il y a beaucoup d'impact. Mmh. Techniquement,
Pour moi, c'est assez limité. Et plus tu montes de niveau, plus c'est l'intensité et la qualité technique qui font que le niveau il augmente et il s'améliore. Mais la Ligue 2 en soi, c'est un championnat où physiquement faut être prêt. Donc c'est répétition des courses, duel, que ce soit duel au sol, duel aérien. C'est très physique. Je dirais que quand je suis arrivé en Ligue 2, moi, c'était surtout physiquement ou quand tu passes de U19 réserve à Ligue 2, le gap, il est surtout physique. Parce que Mmh. techniquement, moi, j'étais à l'aise. Même en Ligue 2, j'étais à l'aise. Je voyais avant les autres, je jouais en une touche, en deux touches, petits espaces, je cours, je longe, j'avais mon pied gauche, j'avais j'avais mon pied droit parce que la Clairefontaine, on a beaucoup travaillé. Je pouvais me sortir de situations de petits espaces, il y a pas de souci. Mais physiquement, il fallait que je trouve des solutions. Et Mmh. en fait, il fallait que je sois assez intelligent pour, en fait, ne jamais me retrouver dans le duel. Donc, il fallait comprendre l'espace-temps, me retrouver dans des positions où je suis 3/4 pour aller vers l'avant. S'il y a un adversaire jouant une touche, redemander. Fallait être plus malin que les autres. Est-ce que tu as changé peut-être un petit peu ta corpulence même en étant à Laval quand tu es signé professionnel? Est-ce qu'on te dit: «Bon, là, les 6 prochains mois, il faut que tu passes plus de temps au gym, il faut que tu ailles gagner un petit peu en muscle parce que sinon ça va être peut-être compliqué dans le cadre professionnel»? On faisait que de me dire ça tous les jours. Moi, je voulais pas. Ah, tu fait ta tête dure comme à Ouais, Paris. moi, non, moi. Ah. Et en fait, c'est là où je me dis, peut-être j'ai pas eu de chance. Parce que quand j'écoute des interviews, des conférences, des podcasts de Arsène Wenger, ou d'un très bon préparateur physique qui s'appelle Fabien Richard, ils te disent au haut niveau, faut être fort sur tes points forts. Alors que moi, on m'a toujours rabâché mes axes d'amélioration ou mes points faibles. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Mmh dire. mh. Non, moi, on me disait, va à la salle, muscle ton jeu. Mais c'est pas mon jeu. C'est pas mon jeu. Moi, je suis quelqu'un d'endurant. Maintiens ta VMA, maintiens ta qualité technique, jouer dans les petits. Tu comprends ce que je veux dire? Et j'en reviens, je fais quoi? À ce qu'il disait Robert Pires, où il disait, on parle toujours de la phrase mythique «Muscle ton jeu Robert», il disait: «Mais j'ai jamais musclé mon jeu, c'était pas mes qualités». Pourtant ça l'a pas empêché de faire une excellente carrière. Et en fait, moi, malheureusement, on m'a souvent dit ça. Après, j'en ai pris conscience, donc je travaillais quand même en conséquence. Pas à Laval, mais c'est surtout quand je suis parti en Slovénie, à Ouais. l'étranger. C'est là où j'ai pris une claque Mmh. dans la méthodologie du travail, notamment physique. Et parlons-en, 2015. Après quelques années quand même à Laval qui t'ont permis de te structurer en tant que joueur professionnel, tu arrives, tu as 22 ans à peu près. Hem, c'est pas nécessairement une décision, j'imagine qu'autour de toi, les gens s'attendaient. C'est-à-dire, tu décides d'aller jouer en Slovénie avec l'Olympia Ljubljana, pas tellement facile à dire, j'espère que j'ai pas trop massacré leur nom, on s'excusera. Hem, tu décides d'aller à l'étranger, langue différente, championnat différent. Quelles sont les raisons ici? Est-ce que l'offre est trop belle? Est-ce que c'est le projet de jeu? Qu'est-ce qui te pousse à aller en Slovénie? Déjà, pour partir, enfin, pour signer en Slovénie, il faut quitter Laval. Il faut comprendre pourquoi je quitte Laval. Donc encore une fois, ça vient de toi. Oui, ça vient de moi, parce que moi, quand je suis en fin de contrat, le directeur sportif, à la fin de l'année, il me fait une offre de proposition de prolongation de 2 ans. Et ma décision, elle a été motivée par deux événements. La première, c'est un événement qui s'est passé en Coupe de la Ligue. En fait, moi, j'étais pas un titulaire indiscutable. J'étais un jeune joueur, donc je jouais pas tout le temps. Mais par contre, Coupe de France, Coupe de la Ligue, le coach toujours, il me faisait jouer. Donc je jouais, j'emmagasinais du temps de jeu, de l'expérience, etc. Et 1er tour, je joue, 2e tour, je joue, et au 3e tour, je me rappelle, c'était en Coupe de la Ligue, on tire le FC Nantes qui était en Ligue 1. Donc moi, je m'attends à jouer. Et finalement, je joue pas. Donc je joue pas, je rentre pas, je m'échauffe même pas. Le lendemain, je crois qu'on perd 4-0, et le lendemain, on arrive au centre d'entraînement. Donc les titulaires, ils font un travail de récupération, etc. Et tous les remplaçants
Ils font une séance spécifique avec l'entraîneur des gardiens et le coach adjoint. Sauf moi. Moi, il me dit, tu vas en U19. Je veux que tu ailles prendre du temps de jeu en U19. Donc, je vais en U19 à l'entraînement, alors que je suis joueur professionnel. Donc, même pas en réserve, en U19, faire une opposition avec des 19 ans. Et à la fin de l'opposition, il vient me voir et il me dit, je peux te poser une question? Je lui dis, oui, il n'y a pas de souci. Il me dit, le prends pas mal, mais je veux savoir quand est-ce que tu vas péter les plombs. Et il me dit ça comme ça. Et là, je me dis, donc je lui dis, je vais pas péter les plombs. Moi, que vous me fassiez jouer ou pas jouer, je suis à la disposition du club. Si vous voulez me faire jouer, je donnerai le maximum. S'il faut aller en U19 comme aujourd'hui, j'irai, il n'y a pas de souci. Mais c'est là où il faut que les gens qui nous écoutent, ils comprennent bien que faut être fort mentalement. Parce que quand tu as 22 ans et on te dit quand est-ce que tu vas péter les plombs, c'est qu'on m'a envoyé là-bas peut-être pour me faire péter les plombs, pour peut-être derrière m'écarter. Donc, il faut être vraiment solide mentalement pour rester droit, focus. Et donc, ça, c'est le premier événement qui fait que je me suis dit, ah, Laval, peut-être que voilà, c'est pas là que je vais m'épanouir le mieux. Et le deuxième, c'est que le directeur sportif il me fait l'offre de prolongation, on est maintenu, le maintien il est acté. Je crois qu'il reste 8 ou 9 matchs. Et moi, je lui dis, moi, je ne parle pas d'argent. La décision de prolonger, c'est très simple. Je prolonge si je vois que sur les 8 derniers matchs, on n'a rien à jouer, vous me donnez du temps de jeu. Mais on m'a pas donné le temps de jeu que j'espérais. Donc, à la fin de l'année, je me suis dit, bah, c'est pas ici que je vais progresser, en fait. C'est pour ça que j'ai quitté Laval. Mais pourquoi on voulait te faire péter les plombs si finalement on t'offre un contrat derrière? En fait, à l'époque, j'étais devenu un problème pour le coach. C'est-à-dire que j'étais très bon à l'entraînement et le peu de fois où je jouais, j'étais bon. Cette année-là, je me rappelle que je fais quand même, je finis 2e meilleur passeur du club alors que j'ai qu'une dizaine ou une douzaine de matchs titulaires à peine. En fait, à chaque fois que je joue, j'étais performant. On va jouer à Brest, je marque. Derrière, il y a un suspendu, c'est un peu le bouche-trou, tu vois? Mais dès qu'on faisait appel à moi, je faisais le taf. Donc l'entraîneur, c'est compliqué pour lui. Parce qu'il se dit: «Purée, le joueur, il fait le travail, il est bon, mais je peux pas lui donner sa chance». Après, voilà, il a ses raisons aussi, mais Mmh. je deviens un problème, c'est compliqué à gérer. Est-ce que ça va pas être la pomme pourrie du panier, tu comprends? Donc il s'est retrouvé ici. Mais moi, j'ai toujours un comportement, respectueux, calme. C'est pas grave, je suis à la disposition. S'il faut aller en réserve, je redescends en réserve. Donc c'est aussi pour ça qu'il m'a proposé une prolongation. Il s'est dit: «Lui, c'est quelqu'un de fiable, il a un bon comportement et malgré ça, il reste quand même, focus», tu vois? Mmh. Donc c'est pour ça que et ça reste un bon joueur aussi, donc c'est pour ça que j'ai eu une proposition de prolongation. Mmh. Mais pour ces raisons-là, j'ai préféré décliner. Après, comment j'arrive en Slovénie, là aussi, c'est c'est une autre histoire. Ben, vas-y, on t'écoute. Bah, en fait, mon agent de l'époque, il m'appelle. En fait, quand j'ai la proposition de prolongation à Laval, j'ai pas d'agent. Et là, j'ai au moins 4 ou 5 agents qui m'appellent: «Oui, viens avec moi, je vais te faire signer dans tel club, tel club, tel club. J'ai ça pour toi, j'ai ça». C'est compliqué quand tu as 22-23 ans tu vois, tu es sollicité comme ça par des agents. Et ta famille est pas tellement autour de toi dans un contexte de la sorte, de t'aider, de t'aiguiller ou Bah non, moi, mon grand-père, à l'époque, il était déjà assez âgé. C'était plus le même football que lui, il avait connu. Mon père également. Donc, Mmh. c'était plus les mêmes codes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, mon père, à son époque, ça n'existait pas. Il y avait pas d'agent de joueur, il y avait pas de téléphone. Donc, comment tu veux qu'il me conseille, quand il y a 4-5 agents qui t'appellent? C'est compliqué. Et donc, je fais confiance à un agent qui me dit: «T'inquiète, j'ai un club, de Ligue 2 pour toi». Et moi, à la base, je lui avais dit: «Si je pars de Laval, c'est pour aller en Ligue 2. Je veux pas aller à l'étranger, je veux pas aller en national». Sauf que fin mai, fin de saison, il se passe les vacances et là, fin juin, début juillet et là, je commence à être sans club, en fait. Mmh. Là, je me suis dit: «Purée, peut-être que j'ai fait confiance à la mauvaise personne». Là, tout le monde commence à reprendre. Moi, j'ai pas de préparation. Donc physiquement, je suis en retard. Et un jour, il m'appelle, il me dit: «Voilà, j'ai une super proposition, c'est en Slovénie». Je savais même pas où c'était sur la carte.
Je lui ai dit non, je peux pas aller en Slovénie, c'est pas possible. Et je refuse. Je lui dis non, c'est mort, je refuse. J'y vais pas, je veux une Ligue 2. Il dit rien. Une semaine après, il me rappelle. Il me dit écoute, ils ont augmenté leur offre. Combien? Sans parler d'argent, c'était une très belle offre. Hmm. C'était voilà, des salaires assez conséquents, à 5 chiffres, etc. Et il me dit tu peux pas, ne serait-ce qu'écouter ça, tu vois. Et je lui dis ouais, mais je connais pas. Il me dit bah écoute, c'est simple, je donne ton numéro au directeur sportif, il t'appelle. Et en fait, le directeur sportif, quand il m'appelle, il parle français. Et en fait, il s'avère que le directeur sportif, c'était un ancien agent qui était une pointure dans le milieu des agents du football dans les années 90. Mais quand je te dis une pointure, c'est un agent qui avait des très, très gros joueurs, qui faisait des deals à Portsmouth. C'était l'agent de Djibril Cissé et Philippe Kristanval, qui faisait des deals à Fulham. C'est quoi son nom? Ranko Stojic. Et le président du club, c'était Milan Mandaric, donc l'ancien propriétaire de Portsmouth à l'époque, des Lassana Diarra, etc. Donc c'était, en fait, eux, leur projet, c'était, voilà, Ljubljana, c'est la capitale de la Slovénie. Ce club-là, il faut qu'il soit en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. C'était ça leur projet. Et il m'appelle en français, il me dit, écoute, voilà le projet. Moi, ce que je te propose, si tu me crois pas, viens sur place. Viens sur place, je te paye un billet d'avion. Si tu veux venir avec ton épouse, tu viens. Et là, il me paye 3 billets d'avion, ma femme, moi et mon agent, et on va sur place. 1h40 d'avion, je crois même pas. Donc, c'est pas loin. On arrive, chauffeur privé, Mercedes, on arrive, hôtel 5 étoiles. On va dans le stade magnifique, flambant neuf, 15 000 places. Je me dis, en vrai, je connaissais pas. Et je me dis, en vrai, c'est un projet sportif intéressant, tu vois. Sans entraînement, je rencontre le coach. Et au bout de 2-3 jours, il me fait visiter la ville, on va au restaurant, on parle. Et au bout de 2-3 jours, il me fait comprendre que, en fait, la France, c'est pas pour moi. Il me dit, t'as pas joué en Ligue 1. Il me dit, sur ce que j'ai vu des vidéos, il me dit, t'es pas un joueur de Ligue 2. Au niveau de ma façon de jouer au football, t'es un joueur de Ligue 1. Mais pour jouer en Ligue 1, il faut être très bon en Ligue 2, performer en Ligue 2. Sauf que moi, j'étais un jeune joueur. J'avais pas tant que ça joué en Ligue 2, donc je pouvais pas prétendre à jouer en Ligue 1. C'était pas possible. Il me dit, avec moi, je vais te donner du temps de jeu et t'inquiète pas, les recruteurs, ils vont venir. Donc moi, je me dis banco. Et c'est comme ça que je signe en Slovénie. Et finalement, le projet, est-ce que c'est ce qu'on t'avait dit? Parce que rappelle-toi, tu nous avais parlé quand tu es arrivé au PSG, on te fait des promesses, on te dit des choses. Ça s'est pas déroulé exactement comme prévu. En Slovénie, cette fois-ci, est-ce que ça se déroule comme prévu? Pour le coup, ça s'est déroulé comme prévu. C'est-à-dire que j'arrive, super appartement. Tout est payé, tout est réglé Tout déjà. est payé. J'avais le plus gros salaire du club. Je joue tous les matchs. Je suis titulaire. Au mois de décembre, j'ai déjà fait 27 matchs. Ouais. Je suis meilleur passeur du championnat. Et là, il commence à m'appeler. Il commence à me dire, voilà, j'ai tel club pour toi, tel club pour toi. Et c'est là que ça a commencé à être compliqué un peu. C'est-à-dire qu'en fait, au mois de décembre, ils m'ont ramené des offres, mais moi, je les ai refusées parce que je leur ai dit, ouais, on est qu'au mois de décembre. Moi, laissez-moi faire l'année et au mois de juin, je vois. Le temps que je fasse une saison pleine, je ne me voyais pas repartir au bout de 6 mois. Sauf qu'en fait, ce club-là, c'était business. On t'a pris, t'as donné du temps de jeu, il y a des offres, on veut récupérer du cash, faut te vendre. Ils s'en foutent de ta carrière. Ils sont là pour faire du business. Et sauf que moi, je leur ai dit non. Donc, il y avait un club turc, en D2 turc, qui avait fait une offre, etc. Sauf que c'était à la frontière syrienne, c'était à Gaziantep, puis c'était en D2. Tu vois, c'était compliqué, tu vois. Sauf que le club, il s'est retrouvé, parce qu'il faisait du cash sur moi, tu vois. Il faisait un transfert. Et une fois que je leur ai dit non, ça a été compliqué. Une fois que je leur ai dit non, ils se sont dit, oula, peut-être que nos projets, ils sont pas communs, tu vois, ils sont pas alignés. Et on a changé de coach au mois de décembre. Et sur la deuxième partie de saison, on a encore eu 2 coachs. Le directeur sportif qui m'a fait venir s'est fait virer lui aussi. Donc c'était trop instable. Pays de l'Est,
Tu vois, c'est compliqué. C'est pas le même fonctionnement qu'en France, où moi, je sortais d'un club comme Laval, c'est familial, tu vois, c'est tranquille. J'arrive là-bas, j'ai eu 2 directeurs sportifs, 3 coachs. C'est ingérable. Mais j'ai eu du temps de jeu, j'ai eu de la visibilité, etc. Sauf qu'à la fin de l'année, les derniers mois, je jouais plus beaucoup, parce que le président, moi, il m'avait pris en grippe. C'était un peu compliqué. Donc, fallait que je trouve une porte de sortie. Ils me l'ont fait comprendre, tu vois. Ils m'ont dit, voilà, il te reste 2 ans de contrat. Si tu restes ici, tu vas pas jouer. Donc, moi, j'étais jeune, tu vois. Fallait que je trouve une porte de sortie. Et on a trouvé un terrain d'entente. J'ai résilié mon contrat et je suis rentré chez moi. Je suis rentré sur Paris. Et quand j'ai résilié, j'avais même pas de club, hein. Donc, 3 fois, t'es parti de Paris sans club, t'es parti de Laval sans club, et là, tu pars du club en Slovénie sans club après. Je rentre à Paris sans club et là, j'appelle mon agent. J'ai dit, c'est comment? T'as des clubs? T'as quelque chose? Il me dit, j'ai rien. Il me dit, j'ai rien. En fait, t'es parti de la France, ce qui fait que sur le marché français, T'existes plus. les gens, ils t'ont oublié. Il faut que tu te tu te recrées, tu te refasses un nom. Il faut que tu te refasses la cerise. Et il me dit, pour ça, j'ai un club pour toi. Il faut que tu ailles jouer il faut que tu aies du temps de jeu. Et pour ça, il faut que tu ailles en national. Et sur ça, il a eu le flair. C'est que j'atterris du coup à Créteil. Ouais. Ça se passe super bien. Bah oui, Le coach, c'est un ancien du PSG, Laurent Fournier. Ah. Et l'anecdote aussi, c'est que je fais un essai à Créteil. Je fais un essai à Créteil. Et à la fin de l'essai, j'ai un club israélien qui m'appelle et qui me propose un pont d'or. Sans mentir. Mais vraiment un gros salaire. Un truc Je me rappelle, c'était l'Hapoël Beersheva. OK. Et il me propose vraiment un gros truc. Et sauf que moi, j'avais donné ma parole à Laurent Fournier et au directeur sportif de l'époque, c'était Olivier Mianet, qui est revenu à Créteil. T'aurais préféré aller en Israël? Bah, non, j'aurais pas préféré, mais c'est quand même, tu vois, c'est quand on me propose des contrats comme ça, faut réfléchir à 2 fois, parce que le foot, ça dure pas éternellement non plus, tu vois. S'il y a une fenêtre qui s'ouvre, tu la prends pas. Des fois, faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et sauf que bon, là, j'étais jeune. En Slovénie, j'avais eu un bon contrat, donc je m'étais dit vraiment, là, je veux vraiment rejouer au foot. Moi, je suis de région parisienne, je rentrais sur Créteil, donc j'étais chez moi, tu vois. Et ça se passe super bien. Ben, clairement, en 2016-2017, la saison que tu joues là-bas, 9 buts que tu marques, plusieurs passes décisives également. Tu reprends confiance. Tu reviens un petit peu sur la carte française. Là, maintenant, on t'avait oublié, mais on se rappelle de Martin, le joueur qu'on avait été capable de voir à Laval, au PSG. Est-ce que toi, tu sens qu'il y a un petit peu plus d'intérêt de club? Parce que tu nous l'as dit plus tôt, tu n'avais pas une ambition de faire une carrière en national. Je veux dire, tu es là-bas, c'est peut-être même clair avec le club. Je me replace, je vous aide, vous m'aidez, on se serre la main, on passe à autre chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors moi, j'avais déjà connu le national parce que quand j'ai signé pro à Laval, j'ai été prêté en national 6 mois. Donc j'ai joué à Quevilly et ça m'a fait énormément de bien. Puisque je m'en rappelle, j'ai fait toute la phase retour et j'ai fait 19 matchs sur 19 titulaires. J'ai pris du temps de jeu, j'ai pris de l'expérience. Sauf que à mon retour à Laval, à la reprise, je me fais une entorse du ligament latéral et je suis absent 8 semaines. Donc là, j'avais laissé passer ma chance. Tu vois, dans le foot, dans une carrière, des fois, ça tient un peu de choses. Et là, j'étais parti en national. Le coach, il m'avait dit, je te fais confiance l'année prochaine. Je me blesse 8 semaines. Tu vois, j'ai pas eu de chance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je connaissais le championnat national et je savais que c'était un super tremplin pour moi. Je savais que j'allais pouvoir... Je connaissais le championnat, j'allais pouvoir me refaire la cerise, me refaire un nom. Et c'est ce qui se passe, c'était le deal. J'ai signé qu'1 an, je vous aide, vous m'aidez et on verra à la fin. Sans pour autant dire je pars. L'idée, c'est on fait un état des lieux en fin de saison. À la fin de saison, ce qui se passe, c'est que j'ai fait une top saison. J'ai mis des top buts. France Football, il me désigne meilleur joueur du championnat.
Je suis dans l'équipe type de nationale. Enfin, franchement, ça se passe très bien. J'ai des sollicitations. Qui? J'ai le Tours FC. J'ai Tours qui m'appelle. Et Ils là, jouent en D2 à ce ils moment-là? jouent en Ligue 2, ouais. Ils jouent en Ligue 2. J'ai Châteauroux, Clermont. Et en fait, ça se passe mal avec Tours dans le sens où il y a un agent qui se fait passer pour mon agent. Et qui dit, voilà, moi, je suis le représentant du joueur qui joue à Créteil, Martin Mimoun et tout. Et il demande des sommes folles à Tours. Et il me fait passer un peu, tu vois, il donne une image de moi et ça arrive jusqu'au président. Le président, il dit, non, moi, le joueur, il vient de National, je vais pas le faire signer pour ça, pour un montant demandé comme ça. Donc, je signe pas à Tours. Et là, tout se sait dans le foot, tu vois. Donc, fin juin, les clubs, ils commencent à reprendre. Début juillet, mi-juillet. Et là, j'ai pas de club. Donc, je passe d'une bête de saison à je commence à être limite sans club. Tu vois ce que Mais je veux tu avais dire? encore un contrat à Créteil ou c'était simplement pour Bah, une saison? Créteil, j'avais signé 1 an. À la fin de la saison, évidemment, avec la saison que j'ai faite, ils m'ont fait une proposition que j'ai refusée parce qu'elle était pas, ça correspondait pas, voilà, à mes attentes. C'était pas, voilà. Et Laval qui descendait de Ligue 2 en nationale, j'ai le directeur sportif Mickaël Buzaret qui m'appelle et qui me dit, je t'ai vu jouer à un match à Concarneau où j'avais mis un triplé. Il me dit, j'ai été choqué de te voir, parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu, c'était en réserve. Là, je te vois 2-3 ans plus tard, je t'ai vu changer physiquement dans le volume de jeu, tu marques des buts, je t'ai suivi toute la saison. Et ce jour-là, j'avais mis un triplé, donc tu vois, ça l'avait marqué. Il me dit, nous, on te veut la saison. Et moi, je lui avais dit, ok, pourquoi pas. Sauf que, en fait, il y a eu un changement de président durant l'été. Donc, changement de président, lui, il est parti. Donc, il faisait le recrutement, mais pour la saison d'après, il est parti. Et en fait, je me retrouve fin juin, début juillet, mi-juillet, sans club, tu vois. Et là, mon agent, il m'appelle et il me dit, j'ai un super club, c'est Bastia. Bastia qui descend de Ligue 1. Très beau contrat, très bon club, très bonne cellule recrutement. Et le coach, c'est un bon coach aussi. Il y a tout pour t'épanouir, pour continuer sur ta lancée, quoi. Donc, je signe à Bastia. 18 jours. Ah, C'est ce qui a été malheureusement mis en place parce que, bon, il y a eu un gros enjeu administratif avec la DNCG. C'est quelle année ça spécifiquement? On est en quoi? 2017? Je pense que c'est 2017 que tu as signé à Bastia ici. Est-ce que c'est la même année, et je me pose même la question ici, est-ce que c'est la même année qu'il n'avait pas essayé de faire venir Sébastien Frey? Parce que Sébastien m'avait dit qu'il avait un dernier contrat dans sa carrière à Bastia et finalement, ça s'était pas déroulé à cause de ce qui s'était déroulé avec la DNCG. Bref, il faudrait que je regarde, mais bon, ça a dû être un... non, là, c'était vraiment compliqué. Parce que il y avait une belle équipe. Tu avais des joueurs comme Jean-Louis Leca, qui est maintenant directeur sportif à Lens. Tu avais Sébastien Schilacci, Cahuzac, Diallo devant. Qui était le coach? Reginald Drey, qui était au Paris FC avant. Donc en fait, moi, le coach, pourquoi il m'a recruté à Bastia, c'est parce que le Paris FC, ils étaient en national, dans le même championnat que Créteil, donc ils suivaient forcément. Et il m'avait vu jouer, donc c'est pour ça qu'il m'avait recruté là-bas. Sauf que moi, j'arrive, il y a des problèmes financiers, mais qu'on me cache. Parce qu'en fait, avant de signer, le président, il me donne la parole. Mon agent, pareil, le coach, pareil. Voilà, il y avait un déficit qui était entre 4 et 5 millions d'euros. Je me rappelle, le jour où je signe, le président il me dit, t'inquiète pas, j'ai vendu, si je dis pas de bêtises, Alexandre JQ à Caen, Ngando en Turquie. J'ai comblé mon déficit. Sauf que le déficit, il n'était pas de 5 millions, il était de plus de 20 millions, je crois, 20 ou 25. Et le club, il part en liquidation judiciaire. Total. Donc, on fait même pas de matchs amicaux. On devait faire un match amical contre l'AC Ajaccio annulé. Moment le plus difficile de ta carrière? Ouais, c'est compliqué. Je passe d'une top saison
Je signe un bon contrat dans un club qui descend de Ligue 1. Tu te dis, ça y est, là, je commence à. Et je signe en fait dans un club qui fait faillite. Tu vois pas l'ascenseur émotionnel. Là, faut être Ouais. costaud. Faut être costaud. Donc, je me rappelle, il y a la juriste de l'UNFP qui vient et qui nous dit, voilà, les gars, je vous conseille de résilier vos contrats. Ça va durer très, très long. Parce que c'est le liquidateur judiciaire qui reprend le relais quand quand la SAS du club, elle assure pas. Donc, ils vous disent de liquider vos contrats. Ouais, on a la juriste je me rappelle, de l'UNFP qui nous dit, voilà, les gars, ça va être très, très long pour vous libérer de vos contrats. Donc, le mieux, c'est de résilier. Parce qu'en fait, quand un club il part en liquidation judiciaire, si tu veux que ton contrat te soit dû, ben, il faut que la liquidation elle soit actée. Sauf que pour qu'une liquidation elle soit actée, ça prend des mois et des mois. Donc, potentiellement, tu gardes ton contrat jusqu'à octobre-novembre. Une fois que tu es libéré de ton contrat, là, tu peux t'engager dans un autre club. Et quand la liquidation elle est actée, tu peux récupérer ce qui t'est dû. Sauf que retrouver un club, qu'est-ce que tu fais de juillet à octobre? Donc, moi, je résilie et je signe au Paris FC. Et pourquoi je signe au Paris FC? Parce que ça a été un des premiers clubs aussi, après Créteil. Je me rappelle mi-avril, début mai, Pierre Drey aussi fait un rendez-vous avec moi et mon agent. Donc au club, il me dit, voilà, je te veux pour l'année prochaine, etc. Mais c'est pour la nationale, à l'époque. Sauf que le malheur des uns fait le bonheur des autres. En fait, quand Bastia est rétrogradé administrativement, c'est le PFC qui est repêché parce qu'ils ont fait les playoffs. Et là, il me rappelle. Enfin, il rappelle mon agent. Et mon agent dit, voilà, le PFC, ils reviennent à la charge, en Ligue 2 cette fois-ci. Et c'est là que je signe au PFC. C'est quand même incroyable. Je veux dire, toi qui viens de la région parisienne, tu te retrouves finalement en Ligue 2 avec Paris FC. On a été capable de transformer une situation problématique en, corrige-moi si je me trompe ici, une situation assez favorable. C'est vrai que là, on va dire, j'arrive à retomber sur mes pattes. Mais je prends très vite conscience que ça va être compliqué parce que j'ai pas fait de préparation. J'ai plus d'1 mois et demi de retard. Donc physiquement, je suis pas prêt. Et le coach, lui, comment il te voit? Alors, le coach, il me voit comme un bon élément qui va être capable de rentrer dans son effectif. Voilà, il est plutôt content de ma venue et même à l'initiative, parce que je l'avais eu quand j'étais à Bastia, il m'avait dit, voilà, si tu arrives à te libérer, tac, tac, tac. Et, je signe au PFC comme ça, sauf que je m'en rends compte, en fait, j'ai mis du mois à rattraper ce retard. C'est-à-dire ce mois et demi qui m'a manqué de préparation, j'ai réussi à le combler qu'à partir de début novembre. J'ai réussi à être fit, à avoir le rythme, etc. Sauf que entre juillet et novembre, l'équipe, elle carburait. À la trêve, on est 2e. Donc, moi, le coach, il me dit, t'es bien gentil, tout ce que tu veux, mais moi, mon équipe, elle tourne. J'ai aucun intérêt à changer et je comprends tout à fait. Mais je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, votre équipe, elle est en sur-régime. Je lui ai dit, la deuxième partie saison, je lui ai dit, je vais pas vous apprendre votre métier, mais je connais le football et je voyais je sentais le truc. Je lui ai dit, si vous continuez dans ces choix-là de jeu, de joueurs, etc., la deuxième partie de saison, ça va être compliqué. Et je me suis pas trompé. Parce qu'on est 2e à la trêve et la deuxième partie de saison, on fait comme ça. Et on termine, si je dis pas de bêtises, 5, 6e, voire peut-être même 8e. Il faisait pas tourner assez. Non, il faisait pas tourner. Mais après, pourquoi veux-tu qu'il fasse tourner? Lui, il est là pour avoir des résultats. Il est 2e à la trêve. Il fait jouer ses joueurs. Il a des résultats. On était repêchés à la base. On devait jouer en national. On se maintient plus que convenablement. Il a aucune raison de faire tourner. Donc, je lui en voulais pas. J'avais pas d'amertume. Je comprenais tout à fait ses choix. Je me mettais à sa place aussi. Mais finalement, il y a eu quelques moments quand même. Le match contre Valenciennes, je regardais mes notes. C'est un match de fou, ça, un peu. Carton, Ouais. des expulsions. Toi, tu marques à la 95e Exactement. pour gagner le match. Ouais. Donc,
Je veux dire, même si ça n'a pas été toujours ce qu'il y a de plus simple, il y a quand même des moments que tu vas te rappeler à tout jamais. Bah, tu vois, ce coach-là, il avait une vision de moi en début de saison et il en a eu une autre en fin de saison. Ah. En début de saison, il m'a dit, ouais, ça va pas le faire, je vais pas te faire jouer, etc., etc. Et donc, enfin, je veux pas te faire jouer, c'est pas qu'il voulait pas, c'est que l'équipe est tournée et que voilà. Et en fin de saison, il a vu que j'ai pas lâché. Il a vu que j'étais performant à l'entraînement. Il fallait aller jouer en réserve, j'allais jouer en réserve. Et quand il a fait appel à moi, j'ai répondu présent en fin de saison. Et à la fin de saison, il m'a dit, bah, tu m'as donné, entre guillemets, une leçon, pas de vie, mais moi, en tant que coach, il faut que je me nourrisse de ça pour mes futures équipes à manager. Tu vois? Donc, c'était fort quand même. Et le match de Valenciennes, oui, ça a été un des matchs, on va dire, un des bons moments, ouais, au Paris FC où je marque à la fin, ouais. C'est quoi tes meilleurs souvenirs à Paris FC? Autre que peut-être ce match, j'imagine. Ouais, Paris FC, non, c'était plus les relations entre les joueurs. Il y avait un bon groupe. Ouais. Ouais, il y avait un bon groupe parce que c'était des joueurs, pas tous, mais pour la plupart, qui n'avaient pas connu le monde pro. Parce que le recrutement, il a été fait pour le national. Bah oui. Mais comme il a été repêché en Ligue 2, bah, on s'est retrouvés, ce groupe-là, à jouer en Ligue 2. Et donc, il y avait une cohésion, il y avait un esprit d'équipe intéressant. Et tranquillement, bon, on dirait que après le passage au Paris FC, un peu une fin de carrière de globe-trotter, il y a quelques clubs, quelques pays, de jouer en Roumanie, de jouer en Belgique. T'en es où dans ton état d'esprit? Parce que, tu vois, c'est tellement intéressant. On a la chance de discuter avec des joueurs qui, comme toi, ont eu des très, très belles carrières dans le foot. Et souvent, il y en avait un qui nous a dit ça, c'est Tijani Belaïd, qui, je pense qu'à la fin de sa carrière, il a dû faire 15 clubs en 5 ans. Puis il me dit, moi, à la fin de ma carrière, Antoine, le foot, c'était pour voyager. Je voulais tester des nouveaux pays. J'arrivais, j'aidais le club me rémunérait, je voyais des nouveaux pays, je voyais des nouveaux endroits. Bref, j'étais rendu là dans ma vie, j'étais rendu là dans ma tête, je comprenais que c'était la fin, j'en profitais. Okay? Et je suis pas en train de dire que c'est nécessairement ce que tu voulais faire parce que tu es dans un âge quand même différent. Tu as peut-être encore certaines ambitions précises, mais tout de même, tu es retourné à l'étranger. Est-ce que c'était parce qu'il y a eu un manque d'offres dans le championnat domestique ou c'est une envie, toi, de se dire, j'ai testé la Slovénie, pourquoi pas tester maintenant la Roumanie? Pourquoi pas aller tester le championnat belge? C'était un peu des deux. C'était un peu des deux, ou dans le sens où, à la fin du Paris FC, j'ai pas de club de Ligue 2 qui est intéressé par moi. J'ai pas fait une grosse saison, j'ai peu joué. Mais par contre, j'ai beaucoup d'offres en national. Et moi, ça m'intéresse pas de repartir en national. Non. C'est pas ce que je veux. Pas par prétention, c'est que voilà, j'aspire à autre chose, j'ai envie de découvrir autre chose. Et donc, je refuse ces offres de national et j'ai des offres à l'étranger et je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'arrive en Roumanie et c'est là où j'ai fait un mauvais choix Pourquoi? et c'est là où j'ai touché le fond. Ouais, la Roumanie, c'était très, très compliqué. Et justement, s'il y a des jeunes, s'il y a des parents, des éducateurs qui vont regarder ce podcast, il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut faire attention. Comme? En fait, moi, j'arrive en Roumanie. Donc, c'est un deal d'agent, si tu veux, où il y a un agent local et mon agent qui se mettent d'accord pour me faire signer là-bas. Et sauf que moi, je pose mes conditions avant d'y aller. Je dis, voilà, l'argent, ça m'intéresse. Enfin, ça m'intéresse pas. On s'est compris, mais c'est pas la priorité. Je dis, par contre, est-ce que le coach, il sait quel type de joueur je suis? Est-ce qu'il compte me faire jouer? Quelle est sa position? On me dit, t'inquiète pas, le coach, il te connaît, il te veut, tu vas jouer. Numéro 10, on te prend avec ton pied gauche pour marquer des buts. OK. Je signe là-bas fin juillet, début août. Je dis, voilà, moi, j'ai pas fait de préparation. Il me faut minimum voilà, entre 3 et 5 semaines de préparation, quelques matchs amicaux pour me mettre en jambes, quoi.
T'inquiète pas, tu les auras, tes préparations, ton travail physique avec le prépa, etc. et tout et tout. Ok, je signe dans le club. Le coach savait même pas comment je m'appelais. Il pensait que j'étais droitier, il commence à me mettre à droite. Et en fait, plus le championnat il arrive, j'ai pas d'appartement. Après, on commence à me faire jouer, je fais un bon match. Dès que je fais un bon match, on me donne un appartement. Donc, je commence à comprendre comment ça marche là-bas. En Slovénie, c'était pas comme ça, mais Roumanie, c'était particulier. Et plus le championnat il avance, plus je vois que c'est compliqué. On était plusieurs Français, c'était compliqué pour tous les Français. Est-ce que vous payez? Ils nous payaient pas. Ah. Pas payé. Pas payé. Pendant Quand combien tu de vas temps? les voir quand tu leur dis voilà, je suis pas payé, eux ils sont très malins. Ils sont très malins parce que à l'époque, il y avait une règle où tu pouvais ne pas payer pendant 90 jours un joueur. Ouais. Et à partir du 91e joueur, du 91e jour, pardon, le joueur il était libre non seulement de s'engager où il voulait, donc il était libéré de son contrat, mais il pouvait faire un procès à la FIFA et réclamer le solde qui lui avait pas été versé. En fait, ce qu'ils font là-bas, les clubs, ils te payent pas pendant 60 jours, et au bout de 61 jours, ils te donnent un salaire. Et hop, le compteur des 90 jours, il repartait à zéro. Mais ils ne donnent pas le salaire complet. Exactement. Sauf que moi, en fait, quand j'arrive, on me donne une prime à la signature. Et la prime à la signature, elle n'est pas pour moi, c'est la commission d'agent. Mais contractuellement, c'est écrit avance sur salaire. Donc, comme moi, j'arrive, on commence à pas me payer 1 mois, 2 mois. À partir du 3e mois, je commence à aller toquer à la porte. On me dit, mais on t'a payé au mois de juillet, fin juillet, quand tu as signé ton contrat. Je dis, ah non, c'est la commission d'agent. Ça, c'était une avance sur salaire. Tu vois, comme quoi, il faut être bien entouré, bien aiguillé, bien... Ton agent dit quoi quand tu lui dis ça? Mon agent, il me dit de faire le dos rond. Il me dit, voilà, de toute façon, t'es dans le club, t'es là. Tu vas pas partir en plein mois de mi-septembre, début octobre. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je suis pas payé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et un jour, on arrive et le coach, il met un tableau. Il a mis une liste de 10 joueurs. Il dit, ces 10 joueurs-là, vous rentrez même plus dans le vestiaire. Vous n'avez plus accès au vestiaire. Vous pouvez plus vous entraîner. On vous paye plus. On veut plus de vous. En France, tu peux pas faire ça. Mais là-bas, ils le font. Ils s'en foutent. Et là, on peut plus accéder au vestiaire. Et là, c'est une bataille mentale. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai touché le fond. Et l'hiver, il commence à arriver en Roumanie. Il fait super froid. Tu peux pas t'entraîner. T'as pas de match. T'as pas d'entraînement. On réussit quand même à leur dire, vas-y, laissez-nous un vestiaire avec des affaires. On fait un entraînement spécifique avec un prépa physique. On arrive à se maintenir physiquement, tu vois. On n'est pas payé. 4 mois, 5 mois. J'ai signé au mois de juillet, j'ai eu 1 mois de salaire. Après, j'étais plus payé, tu vois. Et là, on commence à dire, mon agent, il me dit, va voir le directeur sportif. Il parle français. Il faut que tu résilies ton contrat. Donc, je vais le voir. Après, le directeur sportif, il te dit non, c'est pas moi, c'est le coach. Tu vas voir le coach il dit non, c'est pas moi, c'est le président. Et ça tourne. Et ça tourne. Et en fait, à un moment donné, le directeur sportif, quand tu vas aller le voir dans le bureau, tu lui dis voilà, comment on fait pour s'arranger? Il me reste tant de mois de contrat. Il n'y a plus personne qui répond. Il te dit ouais, t'inquiète, reviens demain, on se met d'accord, il n'y a pas de souci, reviens à 14h. Tu vas à 14h, il n'est pas là. Il t'appelle sa secrétaire, personne ne répond. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 10 jours, 1 mois. Jusqu'au jour où nous, entre Français, je passe un grand bonjour à mon ami Cédric Mongongou, avec lequel on était vraiment dans la galère à ce moment-là. Mais vraiment, et sachant que lui, c'était un gros joueur, Cédric. Il a 200 ou 300 matchs de Ligue 1, il a joué à Monaco, à Evian Tonon Gaillard et tout ça, donc il a une grosse expérience. Et je me rappelle, on allait toujours chez lui ou chez moi, on jouait au 8 américain, tu vois, on s'occupait comme on pouvait. En fait, on attendait décembre. Notre plan, c'était, on attend décembre pour retrouver un club à la trêve. Et il me dit, faut jouer un coup de poker. Tu leur dis que tu veux résilier sans indemnité, sans rien.
Et tu vas voir s'il se rend disponible pour signer la résiliation. S'il se rend disponible, c'est que depuis le départ, il voulait pas t'arranger, il voulait pas te payer. Si par contre, il est vraiment pas dispo, c'est que, ok, il a un emploi du temps surchargé. Et donc, on va au club, je leur dis, voilà, c'est bon, je veux résilier, je rentre chez moi et tout ça. Et moi, je devais absolument, ma femme, elle était enceinte au mois de décembre et tout. Je devais absolument rentrer. Et au moment où je leur dis, c'est bon, je veux résilier, je te mens pas, dans le quart d'heure qui suit, il était là. En fait, une fois que j'ai quitté donc j'ai signé ma résiliation, je suis rentré chez moi. Et en fait, j'ai compris que ce directeur sportif-là, il avait en parallèle une société de consulting et de recrutement. En fait, grâce à cette société, il recrutait des joueurs pour le club les faisait jouer et il prenait de l'argent sur le transfert. Donc en fait, il prenait de tous les côtés, le gars. Mais vu que moi, je suis pas venu avec lui ou sa société, je suis venu avec des agents. Aucun intérêt pour lui de me faire jouer. Et tous les autres Français, c'était pareil. Donc c'est là où j'ai vu une face vraiment sombre, très sombre. Est-ce que tu as fait une plainte à la FIFA? Non, j'ai pas fait de plainte. J'ai pas fait de plainte. Je me suis dit, je vais jusque décembre, je résilie, je rentre sur Paris. Et je veux vraiment mettre ça de côté. Mais j'ai fait tu vois, c'est un mauvais choix. Le foot à ce moment précis, tu veux arrêter, tu veux continuer, ça te dégoûte? Complètement. Là, j'étais vraiment dans le dur. Dans le dur, j'ai fait 3 semaines, je m'entraînais même plus. J'ai emménagé pas très loin d'ici. J'étais dans mon emménagement, je venais d'être papa. Tu vois, j'étais complètement détaché du foot. Et mon agent, sur ça, il a été réglo, il m'a pas lâché. Et début février, il m'appelle, il me dit voilà, j'ai un club pour toi. Il me dit il faut pas que tu restes sans club, je te lâche pas, je crois en toi. Et j'ai un club pour toi, c'est en Belgique, c'est Virton. Et j'ai signé à Virton en Belgique. Avec quel état d'esprit? Virton, de base, c'est un club qui m'avait contacté après le Paris FC. Et j'avais refusé Virton pour aller en Slovénie, de base. Et là, ils étaient revenus à la charge. Pour aller en Roumanie? Pour aller en Roumanie, pardon. Et là, ils reviennent à la charge. Et je me dis, ouais, ils reviennent, c'est qu'ils sont intéressés. J'y vais, j'ai rien à perdre. Donc, j'y vais avec un état d'esprit je suis au fond de la piscine, je touche le fond, je peux que remonter. C'est pas grave. Après, en soi, la Belgique, c'est pas loin, tu vois. Donc, j'y suis allé vraiment dans l'état d'esprit j'y vais, voilà, c'est une seconde chance pour cette saison-là, et puis on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Et ça se passe plutôt pas mal. Parce que je mets du temps j'ai fait aucune préparation physique, j'ai pas joué depuis 5 mois. Donc je mets 3 semaines, 1 mois à revenir. Et en fait, l'équipe, elle joue la montée. Donc ça me tire vers le haut. L'équipe, elle joue la montée, et si tu veux, quand moi j'arrive à être prêt physiquement, c'est l'heure des playoffs pour monter. Et le coach, il m'a fait jouer, premier match, je marque. Je me blesse à l'ischio parce que je suis pas prêt physiquement, mais je suis bon, je marque, il me fait confiance. Il y a les playoffs de fin d'année, il me fait jouer. Il y a 3-4 matchs de playoffs, j'en fais 2 ou 3 sur 4. Je fais 1 ou 2 passes D, un but. Donc, tu vois, ça se passe bien. Et on monte. Sauf que le président de l'époque, malgré qu'on monte, il met le coach de la montée de côté. Et il avait un club au Luxembourg, et c'est ce coach-là qui va prendre les rênes de Virton. Tu vois? Donc le coach, c'est Dino Topmoller, donc qui a été adjoint de Nagelsmann au Bayern Munich. Maintenant, je crois qu'il est coach principal en Bundesliga. Donc c'est quelqu'un, tu vois. Et il était au Luxembourg, je crois que c'est à Dudelange, si je dis pas de bêtises. Et lui, quand il vient, il me dit, moi, j'ai vu les playoffs, t'es un bon joueur, mais je compte pas sur toi pour l'année prochaine. Par contre, il me dit, avec le président, on t'a vu jouer, t'es un bon joueur, donc on te propose un contrat, mais pour aller jouer dans notre club au Luxembourg. C'est-à-dire, moi, je viens à Virton, mais on te propose un contrat au Luxembourg. On te propose un bon contrat sur 3 ans. Sauf que moi, j'avais pas envie de jouer au Luxembourg. Tu vois? Championnat luxembourgeois, je me disais, ouais, c'est équivalent à de la N2, tu vois.
N2, fin de tableau de N1. Et en parallèle, j'ai un club, j'ai les Herbiers qui avaient fait la finale de Coupe de France, qui m'appelle, qui me propose un contrat de 2 ans. C'est en France, j'ai de la stabilité, je sais que je vais jouer. Donc, Ils sont en N2 en ce moment précis, Zerbi ou encore national? aujourd'hui, ouais. 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 Donc, je fais ce choix-là. Et là, tranquillement, COVID, famille, et tu prends ta retraite quand même assez jeune, je veux dire, pour un joueur de foot. En fait, malheureusement, le Covid. Parce Ouais. que je me dis, je signe aux Herbiers, je vais essayer d'emmagasiner du temps de jeu, parce que ces 2 dernières saisons, j'ai pas trop joué, c'était compliqué. Et aux Herbiers, je commence à me refaire une santé. Tu vois, je fais 21 matchs, le Covid, il arrive. Championnat arrêté, donc confinement, voilà. Et donc de mars à juin, bah, pas d'entraînement, pas de match. Moi, je rentre sur Paris. Et pendant la trêve estivale, j'ai un club de national, donc un niveau au-dessus qui m'appelle. Donc forcément, j'y vais. Parce que voilà, N2, je me sentais pas trop de rester en N2. Et je retourne en national. Sauf qu'en national, on m'a vendu un projet. Et quand j'arrive là-bas, c'est pareil, c'est pas du tout ça le projet. Et moi aussi, j'ai eu un certain ras-le-bol, tu vois. Du foot, c'était un peu compliqué. Et puis pour ma vie perso familiale, moi, je préfère rentrer sur Paris. Donc j'ai fait le choix un jour, j'ai appelé le président. J'ai dit voilà, moi je me sens plus de jouer, de rester ici à plus trop jouer, voilà, championnat national, etc. On s'est mis d'accord et puis j'ai arrêté. Tu te Comme sentais un bien? peu sur un coup de tête, hein. Serein? Très serein. Ouais. Franchement, les meilleures décisions que j'ai prises, c'est sur quand tu réfléchis pas trop. Et j'ai pris, c'est comme ça que j'ai arrêté. Mais c'est lourd, hein? Je veux dire, autant que ça peut paraître beau le foot et bien, il y a tellement d'extra sportifs qui y rentrent. Je veux dire, des dynamiques comme en Roumanie, ils se battent pour aller chercher un salaire. Des directeurs sportifs qui bougent, des coachs qui bougent. Et bon, bien entendu, on est capable de naviguer à travers tout ça, mais il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et en plus, t'es papa. Est-ce que quand tu vas en Belgique ou même en Roumanie, peut-être je sais pas si tu étais encore papa à ce moment-là, mais tu y vas seul? Tu y vas avec ta famille ou? Partout où je suis allé, j'y suis allé tout seul. Ah, J'y suis allé tout seul parce que ma femme, elle est de Paris, donc ouais. c'est le petit, il est en bas âge, donc moi, c'était simple. Je vais au charbon et toi, tu restes ici. Ça a toujours été comme ça. Mais oui, c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. Mais après, le foot, la méritocratie dans le foot, c'est compliqué. Les très bons joueurs, les excellents joueurs, bien sûr, ils percent. Ouais. Mais après, il faut quand même ce petit facteur chance. Tu vois, faut être bien entouré, faire les bons choix au bon moment. Faut pas être blessé, être dans la bonne équipe, que le coach te fasse confiance, etc. Donc, t'as beau travailler, être sérieux, etc. Il y a quand même une part. Ça fait pas tout, bien sûr. Si j'ai fait, ma carrière, elle est honorable, mais j'aurais peut-être pu faire mieux. C'est qu'il m'a manqué des choses aussi. Il faut être lucide. Mais il faut quand même avoir confiance que l'environnement, l'entourage, faire les bons choix. Et puis après, la partie voilà, blessure, c'est quelque chose que Ouais. tu maîtrises pas. Il y a le 1% qui arrive au vu de leur talent d'être en étant dans les cadres très, très professionnels et tout est assez clair. Ça suit une certaine direction. Mais par la suite, le 99% de joueurs qui naviguent entre le professionnel et le semi-professionnel, c'est pas un long fleuve tranquille. Exactement. Bah, de toute façon, moi, quand je jouais, il y avait des réunions, tu sais, UNFP Ouais. avec le syndicat des joueurs. Ils disaient la moyenne d'un contrat professionnel en France, c'est 6 ans. Donc, quand on te dit oui, tu signes pro à 18, tu arrêtes à 35, dans les chiffres, non? Non. Donc, le premier contrat pro, il est important. Mais ce qui est important, c'est le deuxième, le troisième qui vont t'amener à signer le gros contrat. En fait, tu sèmes pour que tu récoltes les fruits généralement en fin de carrière, quand tu t'es fait un nom, quand voilà. Ouais.
Mais c'est pas évident, hein. Je- Mais ça reste des belles expériences. J'ai vécu beaucoup de choses. En Slovénie, j'ai gagné un championnat. En Belgique Ouais. aussi. Même au PSG, même si ça s'est pas passé comme prévu. Très bon souvenir, donc top. Hmm. Des petites questions pour terminer en mode question rapide. Euh, le moment dans ta carrière où tu t'es senti le plus fort sur le terrain. Excuse-moi. Le, Ah, le- le moment dans ta carrière où tu t'es senti le plus fort sur le terrain. le plus fort, à Créteil, je dirais. À Créteil? Ouais, à Créteil, c'était sympa. Bon, j'imagine connaître la réponse, mais le moment où tu t'es senti le plus seul dans ta carrière. Le plus, c'est loin. En Roumanie, c'était compliqué. Heureusement qu'il y avait mon frérot Cédric, parce que lui et moi, on était comme ça. Et en fait, je comprends maintenant, tu sais, les militaires qui vont à la guerre, qui te disent c'est mon frère d'armes. Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Alors, je te dis pas que j'étais parti en guerre en Roumanie, mais quand tu as connu ce qu'on a connu, Ouais. la personne qui est venue nous chercher à l'aéroport, on était méconnaissables. Méconnaissables. Mais vous avez perdu combien de kilos, les gars? Aïe, 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 aïe. C'est très, très compliqué quand t'es pas payé, quand t'as pas d'entraînement, t'as pas de coach. On te dit du jour au lendemain, toi, tu rentres pas dans le stade. Tu veux un rendez-vous, il y a personne. Reviens demain. Ça dure un mois comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Clairefontaine, un mot. Excellence. PSG, fierté ou frustration? Je dirais incompréhension. Hmm. Incompréhension, mais ça reste une fierté. C'est un très beau club. Donc, non, faut rester positif. La Slovénie, la chose que les gens sous-estiment le plus. Ouais, clairement. Clairement, s'il y a un message à faire passer aussi, c'est que c'est pas parce que l'environnement dans lequel vous êtes, il vous permet pas ou il vous valorise pas assez pour vous mettre en valeur ou vous faire accéder à certains postes ou par exemple dans le foot à certains. Il faut partir, faut pas hésiter. Hmm. Faut aller là où on vous respecte, là où on vous estime, là où on vous donne de l'amour. Donc, même avec ton expérience très difficile en Roumanie, tu continues à penser qu'aujourd'hui, d'aller à l'extérieur, si la chance se présente, il faut le faire. Exactement, ouais. Parce que la saison que j'ai faite à Créteil, c'est parce que je suis allé en Slovénie. Hmm. Parce que là-bas, j'ai pris une claque au niveau du travail, de la méthodologie du travail. On avait un préparateur physique, c'était Serjan Djordjevic. Ouais. C'est quelqu'un. Ouais. Et il a eu Marlène Auté, il l'a mise championne olympique. Moi, quand je suis arrivé à Créteil, je volais sur le terrain. J'avais des appuis, Ouais. j'avais une explosivité sur 1 ou 2 mètres. J'avais de l'aérobie, je finissais mes matchs. J'étais costaud sur mes jambes, c'est parce que lui, il m'a fait travailler. Hmm. Donc, ça reste des très bonnes expériences, des très bonnes rencontres. Et faut pas hésiter. Faut pas hésiter à se lancer, à aller des fois dans des. Alors, après, est-ce que partir à 18 ans en Arabie Saoudite ou en Chine? Peut-être pas. Mais faut jamais fermer une porte. Ouais. Bastia, le premier sentiment quand tu tombes. Dégoûté. Ouais. Ouais. Parce que je me dis, j'ai fait une top saison Hmm. et je signe dans un club qui fait faillite. Le joueur le plus fort que tu as affronté? Contre qui j'ai joué ou avec lequel j'ai joué? Les deux. Avec lequel je jouais, je vais dire Julien Vercotteren, Hmm. avec qui j'ai joué en Belgique, qui a joué à Nice, qui a joué à l'Union Saint-Gilloise. Super joueur. Et lui et moi, on était vraiment comme ça. Donc maintenant, il fait du futsal. Super joueur, vraiment très 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 bon joueur, Julien. Très technique. J'adorais le voir jouer. Lui et moi, quand on jouait sur le terrain, on se trouvait les yeux fermés. C'était vraiment très fort. Et contre le joueur contre lequel j'ai joué qui était le plus fort, sincèrement, il y a pas de joueurs qui m'ont véritablement impressionné. Non, je pourrais pas t'en dire un. Hmm. Le vestiaire le plus imprévisible que tu as connu? Ouais, Créteil, c'était Ouais. Créteil, c'était marrant. Créteil, il y avait des anciens, il y Hmm. avait des jeunes, c'était pas mal. La plus grande vérité qu'on ne dit pas sur la vie de footballeur professionnel?
c'est préparer l'après-carrière. Mhm. On n'en parle pas. Et pourtant, le foot, c'est comme une machine à laver. Tu mets ta tête dans une machine à laver, t'arrêtes ta carrière, ta tête, elle a tourné dans tous les sens, mais il faut faire autre chose. Parce que généralement, tu es assez jeune, Ouais. à 35, 30, qu'est-ce que tu fais? Et ça, on n'est pas du tout préparé. Et aussi, tout ce qui est la partie éducation financière. Ouais. Parce que, je veux dire, tu peux gagner des bons salaires, mais si tu Exactement. gagnes un bon salaire pendant 7 ans, comment tu vas vivre les 70 autres après? Bah, il y a une stat qui est sortie, hein. Je crois que c'est 65% des joueurs de NBA, 5 ans après leur carrière, sont ruinés. Ouais. Et pourtant, ils gagnent des millions et des millions d'euros. Donc, c'est que c'est un sujet qui est pas assez abordé, pas assez travaillé, il n'y a pas assez de prévention dessus. Et pour moi, c'est très, très, très important. C'est pour ça que tu es banquier aujourd'hui, tu me disais. Exactement. C'est ça. Ça t'aide à mieux structurer. Dernière question, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui Euh, aspirent à une carrière de foot professionnel? Croire en vous. Croire en vous. Croire en vos qualités. Et surtout, travailler, rester fort sur vos points forts. Très important. Très important. Pour moi, c'est ça qui va faire que il y a une qualité prédominante qui va sortir et qu'on va dire: «Purée, Antoine, il a telle qualité. Il va vite. Ah, il a un super pied droit. Il a un bon jeu-tête, il a un bon pla», tu vois? Avoir une qualité prédominante qui fait que tu vas sortir du lot. Au lieu C'est de consacrer toutes tes séances d'entraînement à des points faibles que tu aimerais améliorer. Parce qu'effectivement, au final, c'est très, très logique. C'est que si tu es moins fort sur certains aspects, que tu mets tout ton temps à travailler dessus, ben, à un certain moment donné, tu vas être un peu meilleur là-dedans, mais tu risques d'être tout de même médiocre. Comparativement à ta qualité de base, si tu arrêtes de travailler sur cette qualité, ultimement, elle aussi, elle va descendre et tu risques peut-être de devenir dans la moyenne. c'est exactement ça. En fait, souvent, quand on a un point fort, on se dit: «Bah, je vais travailler mes points faibles», et le point fort, ça devient un acquis et on le travaille plus trop. Alors que, bah, c'est pas moi qui le dis, mais encore une fois, c'est des gens comme Arsène Wenger, Francisco Ouais. Filho, c'est des pointures, c'est des gens très, très, influents, qui Ah ont une ouais, expérience tout vu. extraordinaire. Il faut être fort sur tes points forts. Mm. Pour moi, c'est primordial. Les points faibles, bien sûr, les gommer, les travailler, mais pas que. Mm. Martin, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec moi. C'est très honnête comme point de vue que tu as été capable de donner aujourd'hui, très enrichissant, je crois également, bien pour les jeunes qui vont écouter, les parents. C'est quoi la suite? Là, en ce moment, tu es à l'extérieur du foot. Est-ce que tu vas rester à l'extérieur pour longtemps? Est-ce que tu veux revenir dans le foot? Est-ce que tu le regardes un peu de l'extérieur? Bah, d'abord, merci à vous pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler football. Je pense que j'ai arrêté ma carrière plus ou moins tôt. Dans le sens, j'avais voilà, 28, 29 ans. Et je pense que j'avais besoin de cette coupure. C'est aussi dû au fait que je suis parti tôt. Mm. Je suis parti à 13 ans. Donc j'avais besoin de cette coupure. Mais là, de plus en plus, j'ai l'envie également de revenir dans le foot. Parce que j'ai quand même un certain réseau, je connais beaucoup de monde, j'ai quand même une certaine vision de voir le foot, certaine idéologie, des compétences, une connaissance du milieu aussi. Donc, je regarde toujours le foot, plus les gros matchs. Voilà, pour être tout à fait honnête. J'ai un peu plus de mal avec les matchs, on va dire, basiques, Ligue 2, Ligue 1. Même si je continue à aller voir des matchs de N2, N1, Ligue 2. Je vais voir des amis, Ligue 1 aussi, je vais voir des amis jouer, donc ça me fait toujours plaisir, bien évidemment. Mais ouais, revenir dans le foot, bien sûr. Mm. Pourquoi pas? Toujours laisser la porte ouverte. On va regarder ça de près. Martin, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Histoire de foot.